Furious. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Vive les autisticules tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On Jase avec Boilard, avec nul autre que Marky Mark Boilard. Yes! Soyez-y, mesdames, messieurs. Swayze, Patrick Swayze tout le monde. Combien de fois t'écoutes par année le film Danse lascive? On va starter ça direct de même. Je l'ai jamais écouté de ma vie, peux-tu croire? Jamais. Oh boy, ok. J'écoute, de ce temps-là, j'écoute 8 films par jour. Puis, non, j'écoute quand même beaucoup de films, puis souvent plus qu'un par jour. Puis, j'ai jamais écouté Danse lascive, Dirty Dancing. J'ai jamais écouté ce film-là. Alors que c'est vraiment bon. J'ai jamais écouté. J'en doute pas. C'est juste, ça m'attire pas. Je sais pas. C'est là-dedans, là, she's a maniac. Non. Ça, c'est Flashdance. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, Flashdance. C'est la première fois qu'on voyait quelqu'un breakdance en arrière dans la rue, mon gars. Tabarouette. Oh. Que j'ai fait d'ailleurs. Tu sais que j'étais un grand breakdancer au cégep. Hey, tu sais, tous les sujets qu'on avait pour asseoir, on met ça de côté. Moi, je vais entendre parler de ça. Là. Parle-moi du temps que tu faisais du breakdance, Marc. Let's go. Pour vrai, quand le film Flashdance est sorti, j'étais au cégep. OK, j'avais 17 ans. Puis je me suis mis à sortir vraiment des boîtes de carton avec le char à mon père dans le centre d'achat au Carrefour Charlebourg avec d'autres gars. Puis au cégep Limoilou, il y a du monde qui m'avait approché en disant hey, on a entendu dire que tu es capable de tourner sur le dos, tourner sur la tête, tout. Chris, sérieux, j'étais vraiment pas pire. J'étais pas hot, là, faire des patentes, mais j'étais tout début de ce mode-là, puis j'ai pris ça au sérieux au bout. Mais là, j'étais pas déguisé en yo, là, je faisais pas ça, mais j'ai vraiment appris plein d'affaires. Puis c'est un souvenir que j'ai, parce que c'était une façon de se faire des amis aussi, là. T'avais comme toute une espèce de petite gang. Mais tu sais, on n'avait pas 12 ans, là. On était quand même des adultes, là. Je te parle, j'étais au cégep Limoilou, là. J'ai fait ça pendant 1 an, à peu près. Tu t'apprenais ça comment, genre? C'est ça l'affaire que je suis en train de me demander. Où c'est que je voyais ça? Il n'y avait pas d'Internet, pas de YouTube, pas rien. T'étais un naturel. Toi, t'avais ça dans le sang. Non. Pour être honnête, non. Mais comme je te dis, je te jure que j'étais bon sans être spectaculaire. Je n'étais pas niveau compétition. Mais tu sais, les moves de base, je les possédais bien. Mais tu es vraiment en train de me dire où c'est que je. Où j'ai vu ça? On avait-tu Musique Plus au cégep? J'avais-tu Musique Plus? Ah, ça se peut. Parce que je me souviens qu'à l'université, je faisais des parties chez nous, donc chez mes parents. Puis c'était une cassette VHS avec plein de vidéos de Musique Plus. Puis je faisais jouer ça pendant la soirée. Oh. Ça fait que dans le fond, Musique Plus devait exister quand moi j'étais au cégep. C'est là que j'ai dû voir tout ça. Ton prof de danse, c'était un rappeur, c'est sûr. Non, j'avais pas de prof de danse. On a une question sur le chat. Il dit c'est parce que t'as trop tourné sur la tête que t'as plus de cheveux maintenant. C'est pas impossible. Pas bête. Pas impossible. Oh, wow. Ce soir, on va essayer de s'échanger des sujets de conversation. Puis moi, je me suis dit que j'allais commencer avec de quoi de ultra léger ce soir. Si, voilà. Fait que je vais vous lire la dernière déclaration de ce bon vieux Alexis Cossette-Trudel. Puis je veux qu'on réagisse parce que moi, personnellement, j'ai perdu, puis c'est pas une joke, là, sort vivante, là, mais c'est impossible que j'y revoie un jour. J'ai perdu 2 amis dans une secte religieuse. Qui était la secte de Marcel Paubriet. Je sais pas si ça vous dit quoi. JA en ont beaucoup parlé. Puis, c'est tout le temps de quoi qui m'a pas fasciné, là, c'est pas le bon mot, mais genre, j'ai recherché beaucoup là-dessus, puis je vois tout le temps des patterns, puis je commence à voir ce pattern-là dans certaines personnes, puis je vais vous les... Là, dans le fond, Alexis Cossette-Trudel, il a lancé ce message-là hier. À ceux qui doutent encore ce soir, rappelez-vous à quel point Trump est toujours des années-lumière en avance sur ses adversaires. Le vote de l'élection était voulu afin d'attraper les fraudeurs et les traîtres prêts à couvrir le crime. Rien n'est jamais laissé au hasard avec Trump. Je sais que c'est stressant et que certains ont peur d'être déçus. Sachez que la séquence depuis l'élection a été minutieusement planifiée depuis au moins 2018. C'est maintenant hors de nos mains. Nous avons fait notre travail d'éveil de la population et de soldats digitaux. C'est au tour des forces armées américaines de prendre le relais. Ouais, un monde meilleur est à nos portes, un pour tous, tous pour un. Dans le fond, aujourd'hui,
je sais pas si vous vous rappelez de l'Apocalypse 2012, 21 décembre 2012 des Mayas, là. Ben, pour les conspirationnistes, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée se révoltait contre le gouvernement. Biden se faisait mettre en accusation, puis se faisait traiter de traître à la nation. Puis Trump aurait tout orchestré ça pour savoir c'est qui les traîtres. On s'entend-tu que c'est pas ça qui est arrivé pantoute aujourd'hui? Puis là, moi, je vais vous dire ma pensée, puis après ça, je vais dire la vôtre. Les gourous de sec, tu penses, exemple, les témoins de Jéhovah, que ça fait 3 fois qu'ils carrent l'Apocalypse, qu'ils sont plantés. Il y a toutes les fois qu'ils se plantent, ils font juste dire que non, je me suis pas planté, ça fait partie pense à la grosse. Tu sais, I think about the big picture. Ça fait partie du plan. Finalement, c'est juste une évolution de ma pensée. Fait que là, c'était la prédiction. Aujourd'hui, il y avait la grosse révolution et ça n'arrivera pas. Attends un petit peu, la journée n'est pas finie. Alors, moi, je vais répondre à ça parce que, dans un premier temps, j'ai aucun intérêt pour cette mouvance-là. Je suis parfaitement au courant parce que, quelque part, j'ai tellement le nez dans les médias sociaux. Chaque matin, je passe quasiment 2 heures à préparer ma chronique avec Bouchard pour le FM 93. Fait que, tu sais, mais je suis pas là-dedans. Puis, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Tu sais, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Il y a juste une affaire qui est intéressante pour moi par rapport à Trump et à toute la mouvance, parce que tout le monde qui vote pour Trump n'est pas du tout, c'est même la minorité là, qui est dans ces espèces de lubies-là. Mm-hmm. Mais je suis d'accord. Trump, c'est quelqu'un qui est très toxique. Il est la définition même d'une personne toxique. Donc, qui tire de l'énergie aux autres à son profit. Puis les gens toxiques, c'est bien connu, là, ils font tout le temps payer l'entourage, puis eux autres payent en dernier, tu sais. Puis ce que ça crée aussi, c'est des divisions éternelles. Le pays n'a jamais été divisé de même comme depuis Trump. Puis là, ben, ceux qui étaient de son bord sont en train de se diviser aussi, le Parti républicain. Mm-hmm. Il y a ceux qui disaient les élections sont truquées, basées sur rien, puis ceux qui disent non, puis telle affaire. Ben là, devine quoi? Comme c'est juste logique, les Proud Boys, donc une des factions là, de suprémacistes blancs militaires avec, tu sais, puis les Boogaloo, puis sont 3-4 groupes assez connus aux États, puis qui étaient très présents, entre autres, puis qu'eux autres s'attendaient justement aujourd'hui exactement à ce que tu dis. Ben là, tu lis dans le New York Times, qui n'est pas une feuille de chou, que sur Internet, ils sont tous en train de se dissocier puis d'insulter Trump, comme quoi c'est un gros zéro. Pour vrai, qui n'a pas fait la job pour laquelle, normalement, on avait cru que. Ça fait que ça divise jusqu'à temps qu'il reste peu ou pas grand-chose. Fait que c'est ça, moi, que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à dire. J'ai pas d'intérêt dans... Tu sais, je connais les noms que tu nommes, mais ça ne m'intéresse pas de passer du temps à... C'est de la pollution pour moi, tu comprends? Ouais, c'est puis... comme elle s'est rendue à un niveau insoupçonné à cause de la pandémie. Mais tous ces gens-là, l'image que je disais à la radio, je vais finir là-dessus, c'est que je disais la pandémie a permis à du monde qui était caché dans le sous-sol de venir au salon. Tu sais, quand on était petit, on disait « Venez jaser avec les grands. Venez jaser avec les grandes personnes. » Bon, mais là, ils retournent au sous-sol, tranquille. Puis ça va être ça. Ils vont retourner où ce qu'ils étaient, puis c'est tout. Puis c'est comme, c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est ça, l'ordre naturel des choses. C'est pas ce que les autres pensent. C'est que c'est pas supposé faire de bruit, ces histoires-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai à dire. Moi, je veux juste dire que, tu sais, je suis pas cinglant envers tout le monde que les médias ou peu importe qui le considère conspirationniste. Je veux dire, on vit des temps qu'on pensait jamais vivre dans nos vies. Fait que je peux comprendre le monde de se tourner vers ces affaires-là. Mais je dis juste que quand tu fais des prédictions... Moi, mon seul unique point, qu'est-ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est quand tu fais des grosses prédictions de même puis tu te plantes, ce serait le fun que des fois tu aies l'humilité de dire « Regarde, je vais l'échapper celle-là. » Ouais, mais non, parce que c'est de l'ordre de la religion, Faf. C'est de l'ordre de la religion. C'est comme si tu disais ouais, ben, tu sais, moi, en tout cas, j'ai prié, puis c'est pas arrivé. Tu te mets pas à dire « Je doute en Dieu ». Tu fais, c'est pas arrivé. Dieu a des plans qui sont plus grands que moi. Il y a une réponse à tout. Il y a une réponse à tout quand tu es dans une croyance. La croyance, c'est pas une connaissance. Le problème, c'est que les croyants mêlent croyance et connaissance. Si je résume mon point à j'en veux pas aux 100 000 croyants, j'en veux aux 15-25 preachers. Bon, alors là, tu rejoins un chroniqueur français que j'écoute beaucoup qui dit, parce que là-bas, il y a Marine Le Pen qui est très controversée un peu, là, qui est dans une mouvance plus à droite. Puis lui, il dit tout le temps, moi, il dit, j'en veux pas à Marine Le Pen, il dit j'en veux à ceux qui l'ont rendu possible.
Puis il dit, j'ai rien contre ceux qui sont à genoux, j'en ai contre ceux qui sont les agenouilleurs. C'est-à-dire ceux qui font en sorte que tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, ben, coudonc, on va me mettre à genoux. Mais moi, à la rigueur, je trouve ça un peu facile. C'est toujours attaquer le pouvoir. Je pense que aussi, tous et chacun, parce que les complotistes sont rarement des crétins. C'est des gens souvent qui sont allés à l'école, etc. C'est pas du monde qui ont des maladies mentales de l'ordre de la schizophrénie, tu comprends? C'est qu'à un moment donné, ils tombent, en anglais, on appelle ça un rabbit hole, un trou de lapin, là. Puis, man, ils s'enfoncent là-dedans, puis ça leur parle. Ça vient qu'une solution clé en main aussi. Comment c'est de la À faute la à lui, limite, je te dirais qu'ils sont hyper brillants, sont plus brillants. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent à prendre quelque chose qui fait comme pas de sens ou qui est difficile à faire du sens, puis ils le twistent d'une manière à être capable de faire du sens avec ça, puis ils la revendent au monde. Fait que c'est des bons communicateurs, puis ils sont assez brillants pour être rapides puis être capables de vendre leur idée. Fait qu'à la limite, je dis pas qu'ils sont caves, je te dis même qu'ils sont Il y a une expression aux brillants. États-Unis qui dit le monde, je vais essayer de la traduire du mieux que je peux, c'est le monde intelligent sont bons pour trouver des excuses intelligentes pour justifier le fait qu'ils ont commencé à croire à des affaires pas intelligentes. Ouais. Ben oui. Mais bon, c'était juste ça que je voulais dire. Toi, as-tu une Correct. opinion là-dessus, mon cher autisticule? Autistique. Je vais être franc avec toi, j'ai pas tant d'opinions. J'ai un mélange de vos deux opinions là-dessus. Ça me désespère, mais je sais pas quoi faire. C'est en dehors de mon contrôle, fait que j'essaye de pas m'en faire avec eux autres, là. Je trouve ça plate, mais je peux malheureusement rien faire avec eux autres, là. Parfait. Il y a du monde qui viennent m'astiner. Il y a du monde, même proche de moi, qui sont venus, qui m'ont astiné. Puis là, si tu viens m'astiner, c'est sûr et certain que. Attends un peu, c'est quoi? Dans le fond, astiner, c'est 10 coches de plus que ostiner. Ils m'ont astiné. Ok. Je vais aller chier, Faf. Mais, écoute, j'ai toujours dit ça, ils m'ont astiné. Ostiné. En tout cas, ils me niaisent un peu là-dessus. Ils me niaisent, c'est pas ça, là. Mais ils s'astinent avec moi pour se dire, ah, ben regarde, voilà mes arguments. Puis je suis comme, ok, ben tu utilises des arguments, je vais utiliser des arguments aussi. Et à ce moment-là, ils se bloquent, puis ils font comme, ah, c'est une mouton. Puis là, ils m'insultent. Puis je suis comme, non, on avait un débat, c'était le fun, là. On avait une discussion qui allait bien. Puis là, parce que mes arguments sont plus forts que tes arguments, tu m'envoies chier. C'est pas de même que ça fonctionne, malheureusement. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup de ce sens-là, que ça va être ça. Aussitôt qu'ils se font battre sur un argumentaire, ils vont commencer à attaquer pour essayer de sortir la tête de l'eau. Fait que c'est pour ça que moi, je me bats même pas avec ça, là. Bon, bref. Je voulais pas jaser plus longtemps de ça. Tu vois sur le chat, il y a qui dit que les complotistes sont crétins. C'est pas parce que quelqu'un pense pas comme toi qui est crétin, là. C'est juste. Non. Mais en tout cas, bref. Là, toi, autiste, tu voulais nous parler d'adolescence, mon cher autistique. Ouais, ben là, déjà qu'on a appris un beau quelque chose que Marc faisait du breakdance, moi j'aimerais ça que tu m'apprennes que tu faisais de la salsa, Fafou, là. Mais je voulais savoir, vous étiez comment, quel style d'étudiant quand vous étiez jeune, c'était quoi vos passions, vos visées dans la vie, tout ça. Je suis curieux de savoir ça, parce que Faf, on n'a jamais parlé, Marc, on n'a jamais parlé non plus, puis je veux savoir comment vous étiez. Moi, adolescence, premièrement, je suis rentré à Polyvalente beaucoup trop jeune. Genre, j'avais 11 ans quand je suis rentré à Polyvalente. T'étais trop brillant? Ben, j'ai sauté une année, mais c'est même pas à cause que j'étais brillant, c'est parce que je venais dans un petit calice de village, puis il y avait pas de place pour tout le monde. Fait que j'ai sauté une année, puis je suis rentré à la Polyvalente à 11 ans et j'étais ben pas assez mature pour la Polyvalente. Fait que secondaire 1-2, j'étais dans le club d'échecs et j'étais carrément la cible de... Tu sais, toutes les écoles ont le rejet, là, on va dire. Là, Ouais. mettons le 10-15 rejets. J'étais dans les 10-15 rejets de secondaire 1-2. Assez que j'avais une gang d'amis qui ont arrêté de me parler parce qu'ils voulaient pas se faire étiqueter rejet avec les 10-15 autres. Ça, c'est chiant, hein? Non, c'est à ce point-là. Là. Puis, pire, c'est que je faisais rien de. Puis, tu sais, les enfants sont méchants. Là. Je me rappelle qu'un des enfants, la raison pour laquelle il était rejet, c'est parce qu'il était adopté. Puis, ses parents étaient religieux. Mais c'est pas ses parents adoptifs étaient religieux, mais c'est pas de sa faute à lui. Ses parents, il s'est fait adopter, il a pas choisi ça. Puis lui, il n'était pas religieux. Là. Puis, moi, le pire, c'est que vu que j'avais un peu de compassion pour ce gars-là, je me suis fait étiqueter étant l'ami de ce gars-là. Puis je me rappelle un midi, j'avais joué à un jeu de société avec lui. Puis c'est là que ça partit. Puis secondaire 1-2, ça a été un enfer pour moi.
Sauf que secondaire 2, vers la fin, j'ai commencé à triper sur l'humour absurde. Puis j'ai commencé à triper sur l'autodérision. Puis secondaire 3, là, c'était rendu bout pour bout. Là, j'étais le bouffon de l'école. Puis j'ai jamais été le gars hyper cool. Peut-être parce qu'il faisait rire les autres. Sauf que quand ça se savait que je me préparais à faire un coup, une niaiserie, ça se parlait dans toute l'école. Puis des fois, j'avais un très gros public. Là, fait que j'ai comme passé de Héros, de zéro à héros. ben, pas héros, mais genre, j'ai passé. Dans mon album de finissant, c'était écrit Bonne chance dans ta carrière d'humoriste. Là, t'sais. Fait que j'ai passé au gay qui faisait rire le monde, là, je te dirais. Là. Fait que ça a été pas mal ça, mon adolescence. Toi, mon cher Marky Mark, ça ressemblait à quoi ton adolescence dans les écoles secondaires? Alors, moi c'est des beaux souvenirs, de un. Secondaire 1, moi, ce que je me souviens, c'est qu'au primaire, je voulais pas vieillir. Moi, 6e année, là, j'étais un enfant dans ma tête. Là. Je voulais pas devenir un adulte. Ça c'est le souvenir que j'ai de mon primaire, qui était le fun, là, mais je veux dire, si on parle d'affaires un petit peu qui nous a distingués, ça me revient en tête. Donc, quand j'étais arrivé en secondaire 1, j'aimais pas ça. Parce que j'étais à l'école publique, puis c'était une école un peu moyen à Charlebourg, Saint-Odilon. Ça fait que j'étais comme intimidé un peu, mais pas que j'avais de l'intimidation, mais j'étais un peu nerd, j'étais un petit peu... ça fait que c'est comme c'est un souvenir moyen. Après ça, je suis tombé à l'école juste en arrière, qui s'appelait Albert Ouellette. Secondaire 2, même affaire, c'était moyen. Et là, est arrivé, puis tu vois que la démographie, ça change tout. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel tu es, c'est ça qui détermine le trois quarts de qu'est-ce qui t'arrive, tu sais, puis qui tu deviens. Ça fait que secondaire 3, ce qui est arrivé, c'est que cette école-là, quand on était en secondaire 2, on avait le choix soit d'aller commencer la polyvalente, pour ceux qui étaient comme moi au public, la polyvalente où tu allais faire ton 3, 4, 5, ou tu pouvais aller à Albert Ouellette une deuxième année, secondaire 3, pour aller en 4-5 seulement à polyvalente. C'est que ça donne que ceux qui, comme moi, choisissaient de rester une autre année à Albert Ouellette, mais c'était tous les nerds. Parce que tous les un peu bas, eux autres, ils disaient « Hey, non, moi, je vais à polyvalente, c'est là que ça rock, puis c'est plus... » Tu comprends? C'était tous des comme moi qui se sont ramassés en secondaire 3, puis on était juste 5 classes. À polyvalente, il était comme 3000. Nous autres, on était 5 petites classes d'à peine 30, on était 100 quelques, on se connaissait toutes. Et là, mon gars, j'ai explosé. J'ai complètement explosé. Je suis devenu, je veux dire, j'étais sur le drapeau de l'école. Pour vrai, là, tu sais, j'étais la vedette incontestée. Je faisais rire les profs. Je leur donnais tous des surnoms. C'était la totale. Puis après ça, j'étais à la polyvalente. Puis là, ça s'est calmé un peu. Puis à polyvalente, j'étais... Mettons, je prends les grands traits. Là. Vous me posez une question, là, les grands traits là, que je trouve qui ont défini mon expérience. Là. À polyvalente, on m'appelait le confident de ces dames. C'est-à-dire qu'en chaque période, toutes les gigababes venaient me jaser. J'étais tout le temps entouré de super belles filles, mais avec qui il ne se passait rien. Puis entre le secondaire 5 et le cégep, j'ai fait une transformation, mon gars, complète, de 2 ordres. Premier changement de look. J'ai changé de look, mon gars, complètement. J'ai arrêté d'avoir l'air d'un crack, puis je me suis dit, OK, là, je vais looker un peu. Puis l'autre, c'est le fameux gars que je vous ai dit, c'est que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'écouter les problèmes des filles puis que je devienne le problème des filles. Puis mon gars, je l'ai vraiment appliqué. Je suis arrivé en première année du cégep. Puis quand les filles que je connaissais un peu commençaient à venir me parler de leurs affaires, man, j'étais plus là. C'était comme, non, moi, je suis plus dans cette écurie-là. Puis ça a vraiment fait une différence, puis ça a changé tout. Ce que tu me dis, c'est ça. L'autre affaire que je vais rajouter, c'est que moi, c'est ça qui me fascine. On est jeune, puis dans le fond, on voit de quel genre on est. Moi, quand j'ai commencé à sortir dans les discothèques à Québec, j'avais 18 ans, 17, 18, 19, cégep. Puis je me souviens, là, je montais en autobus de Charlebourg, je montais en autobus, j'appelais personne, je savais où mes amis sortaient, puis là, j'allais voir tout le monde. Pourquoi? Parce que je voulais être dans toutes les gangs, mais dans aucune gang. C'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps le bienvenu partout, mais on ne m'invitait jamais. Parce que je n'étais pas dans la gang. Puis j'ai tout le temps été de même. Tu sais, regarde, j'étais avec un bout les humoristes, un bout les avocats, un bout... J'ai toujours été le gars qui connecte partout, mais qui n'est pas vraiment de façon super claire dans une gang. C'est malade, je suis de même. Fuck, à 17 ans, pense à ça. Ah ben ouais.
Mais y a-tu des gangs que t'avais peur d'approcher ou que tu. Tu sais, je sais pas c'est quoi les gangs que t'avais dans le temps que t'aimais aller voir, là. C'était-tu genre. Ben, au cégep Limoilou, il y avait, je vais te décrire les gangs que moi j'observais. Il y avait la gang des sportifs Ouais. que je connaissais, même si moi je n'étais pas un gros sportif. J'avais 2, 3 de mes amis qui étaient là-dedans. Tu avais la gang des poteux où là j'étais zéro là. 0-0. Les vrais là, qui poteux, moi je n'étais pas là pantoute. Il y avait la gang des studieux, des nerds, ça j'étais au bout là-dedans. Donc mes amis ont tous fini à l'université en sciences et génie, etc. C'était moi un peu l'extraterrestre qui est arrivé en droit du cégep Limoilou, ça n'existait pas. Ça fait qu'il y avait donc les sportifs, les nerds, puis les poteux. J'étais un peu dans les sportifs, beaucoup dans les nerds, 0-0 dans les poteux, j'en connaissais à peine. Grosso modo, c'est les 3 clubs que je me souviens. Là. Ok. Ah, Toi, fou. ça ressemblait comment à ton. mon secondaire. Ben écoute, primaire, j'ai été en sport-études judo. Fait que j'ai. Au primaire. Au primaire, en 2e année, j'ai commencé à faire du judo. Puis là, je faisais du judo à chaque matin pendant une couple d'années. Fait que, tu sais, veux pas, tu t'améliores vite là, en faisant du judo à chaque matin. Fait que j'ai gagné une coupe championnat québécois en judo. J'ai ma ceinture noire. J'ai parlé de ça, hein? Je suis capable de me défendre. Mais Non, c'est vrai. j'ai Des ceintures noires en judo, sérieux? Ouais. J'avais pas l'âge, parce que pour avoir ta ceinture noire en judo, dans le temps, il fallait que tu ailles 16 ans ou 17 ans. J'avais pas 16 ans ou 17 ans, mais quand j'ai fait, dans le fond, je suis arrivé à ma ceinture noire, j'avais ma ceinture marron. J'ai dit, écoute, je peux-tu avoir ma ceinture, tu sais? Puis il est arrivé, puis il a fait, désolé, t'as pas l'âge de l'avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai comme arrêté le judo. J'ai fait ce que j'avais à faire là-dessus. Fait que j'ai switché au hockey, puis j'ai toujours été dans la gang de sportifs, tu sais, en sport-études, j'avais des bonnes notes. Fait que veux pas, j'ai toujours été avec les sportifs. Puis un peu comme toi, Marc, tout le monde me respectait. Mais genre, j'étais pas dans aucune gang, mais en même temps, j'étais dans une gang en tant que telle des sportifs, mais pas dans les sportifs cool. Parce que moi, j'ai joué, dans le fond, midget espoir, j'ai joué midget 2A, fait que j'ai joué quand même du gros hockey. Fait que il y avait les sportifs, les gros joueurs de l'équipe, puis tu avais les personnes qui se tenaient ensemble un petit peu moins, qui se tenaient pas avec les personnes trop fortes de l'équipe, là. Puis les filles se tenaient avec nous autres également quand je suis allé jouer Collégial 3 à Thetford Mines. Fait que grosso modo, ça ressemblait à ça. Moi, j'étais plus un protecteur qu'un gars qui allait intimider les autres. Fait que tu sais, j'ai été chum avec des personnes qui se faisaient intimider. Puis là, eux autres étaient comme Chris, hey, j'ai un gars de l'équipe de hockey qui est chum avec moi. Fait que là, tout le monde sacrait patience au gars-là parce qu'il savait qu'il y avait moi dans son bac. Puis en ayant moi, ben, il y avait tous les autres joueurs de hockey que si jamais il venait avoir de la merde avec ce gars-là, ben, on allait tous aller voir le gars pour dire il va falloir que tu écris une petite patience. Là. Fait que moi, j'étais plus un protecteur dans le temps. J'ai protégé mes chums puis ma soeur. Fait que grosso modo, ça a été ça mon enfance. Puis tu sais, moi, je disais que je l'avais rough, là, mais c'est qu'aussi à l'école, là, je sais pas vous autres, là, mais il y avait peut-être des guerres de gang, là, dans le sens, pas gang de rue, mais vraiment, genre, d'autres, c'est la gang d'Is-Broughton contre la gang, mettons, de Saint-Pierre-de-Broughton, puis des affaires de même, puis, tu sais, moi, c'est ça qui était drôle, tu sais, quand tu dis que t'étais comme... on peut-tu dire caméléon un peu, Marc, là, que tu étais capable de te morfondre dans à peu près n'importe quelle gang? Absolument. Je te dirais que la fin de mon secondaire, ça ressemblait pas mal à ça aussi, moi. Puis moi, je me rappelle là, des événements les plus marquants, là, c'était les exposés oraux à la fin de l'année carrément scolaire. Puis c'était pas n'importe qui. Ben, dans le fond, il fallait que tu assistes aux exposés oraux de ta classe. Puis les cours étaient finis, puis il restait plus rien qu'aux jeunes de faire les exposés oraux. Moi, il y avait du monde qui avait foxé le cours pour venir dans ma classe. Puis ma classe, genre, il y avait genre 30 places. Il y avait du monde debout en arrière juste parce qu'ils voulaient entendre l'exposé oral que j'allais faire. Parce qu'ils savaient que j'allais faire des niaiseries. Oh, moi, c'est à ce point-là à la fin. Là. Très hot. Oui. Mais en quelle année ça que tu as été capable de faire des exposés oraux puis de faire des gags? C'était en secondaire 3, 4, 5? Secondaire 5. Je me rappelle, il fallait qu'on fasse un gag sur l'invention qui avait marqué le plus notre vie. Puis là, moi, j'avais choisi l'alcool. Fait que j'avais trouvé une manière de mettre de l'eau dans une bouteille de bière. Puis que ça refasse psh quand que tu l'ouvres. Fait que je m'étais emmené une bouteille de bière à l'école. Psh, puis je commence à la caler devant tout le monde.
Là, le monde dans la classe, il est pas en train de caler une bouteille de bière, si voyons donc. Et je te fais un hostie exposé oral que j'improvise de A à Z sur l'histoire de l'alcool, que je dis que c'est les Grecs qui ont découvert l'alcool, puis que c'était pas ça tout. Puis... Mon Dieu. Ah ouais, ça avait été... hey, dans un exposé oral, j'étais en équipe avec mes amis. Ça finissait que je sortais mes bobettes pour comme aide-mémoire, parce qu'on avait le droit à un aide-mémoire. Fait que moi, j'avais écrit mon aide-mémoire sur une paire de bobettes. Je suis en plein milieu de l'exposé oral, puis ça finit à que je montais debout sur le prof pour faire une descente du coude à mon chum de gars. Tabarnak! Ah ouais, non, j'étais intense de mes exposés oraux. Moi, je faisais des sketchs à partir de 5e année du primaire devant la classe. Puis en 6e année, j'avais pogné un prof, un Français qui s'appelait Michel Pelletan, que j'adorais, qui était très, très fort sur l'expression. Puis le vendredi après-midi, le bloc, c'était expression. C'était que des sketchs qu'on faisait. Puis moi, j'en faisais un chaque vendredi. Puis là, c'était des sketchs où je riais de lui, puis de l'autre, puis la patente, puis tout. C'était pas mine, là, tu sais, c'était... Mais tu vois, là, moi, j'ai commencé ça bien, bien de bonne heure. Après ça, en secondaire 3, j'ai commencé à faire des films en Super 8. Donc, les premiers films qu'on pouvait faire, c'était des cartouches qui rentraient dans une caméra, une vraie caméra, un vrai film, de la pellicule. On achetait ça aux Jean Coutu, je ne sais pas trop, la pharmacie, là. Puis c'était avec mon chum Michel Gagné. Michel Gagné, que je parle encore quasiment tous les jours, encore aujourd'hui, puis qui vit aux États-Unis, puis qui, lui, fait des effets spéciaux pour des longs métrages, puis il est en train de monter son film, puis il fait des effets spéciaux pour les jeux vidéo. Il travaille dans la giga ligue majeure de Hollywood effets spéciaux. Là. C'est un maître. Là. Il est vraiment comme connu, épouvantable. Puis on a fait des films ensemble. On avait fait un film qui s'appelait Massacre sanglant. C'était un film d'horreur. Après ça, on avait fait, au lieu de E.T., c'était S.T. Ça faisait Esti d'extraterrestre. Puis ça, c'était une parodie où on avait fait une grosse tête en papier mâché. En tout cas, on avait repris toutes les grosses scènes, quand ils amènent les bonbons, quand ils courent dans le bois au début, là, tout à coup, tu vois une paire de patins par rapport. On montait des films de même. Après ça, j'ai fait des vidéos. Quand les grosses caméras VHS sont arrivées, je suis tombé là-dedans, j'ai fait des vidéos comme un malade. J'ai été très actif. Quand je suis arrivé en droit, j'ai monté les spectacles de fin d'année. J'écrivais dans le journal étudiant. C'est moi qui s'occupais des parties. Moi, l'école, ça a été extrêmement utile pour faire du show, puis se mettre en avant. Là, moi, depuis le primaire, j'ai été là-dedans. Tout le temps. Écoute, pour mon côté, fuck all, là, j'ai commencé en faisant un peu de magie, genre en secondaire 3. Mais sinon, là, j'ai pas fait. Moi, j'étais un étudiant modèle. Là, genre, mon but était de devenir anesthésiste à la base. Là. Fait que je voulais m'en aller en médecine. Je voulais. Non, je voulais aller avoir mes notes. Non, tu voulais endormir le monde pour lui faire des affaires. Continue. Puis pour vrai, ça a été, c'est niaiseux, mais ça a été quand j'étais allé jouer au hockey. Il faut que tu choisisses hockey ou études en tant que tel. À un moment donné, là, c'est très difficile. Là, c'est ceux-là qui réussissent à performer en jouant au hockey à l'école, là, sont rares, mais ils ont toute mon admiration. Là. Mais c'est genre, moi, vraiment, le spectacle, ça a commencé cégep que j'ai commencé à vouloir faire des shows. Puis je me souviens qu'il y avait un prof qui était venu me voir, puis il me détestait, le gars, puis il était venu me voir, puis il avait dit « Tu n'iras jamais nulle part dans la vie. » Mon prof de cégep m'avait dit ça. J'avais comme fait « Ben voyons donc, ouais, c'est parce que j'avais pas des bonnes notes, je focusais trop sur le hockey. » J'avais fait « Chris, c'est un prof qui te dit ça, à quel point c'est un tas de merde. » Puis écoute, j'ai jugé université en spectacle à Rimouski l'année passée, puis sa petite fille était sur scène. Puis c'était moi qui jugeais, puis la fille qui s'occupait de présenter, justement, elle dit « OK, on a un humoriste de Rimouski qui est là, on est super chanceux de l'avoir. Applaudissez Jean-François Otis. » Quand j'ai monté sa scène, j'ai vu sa face dans Rangé qui a fait... J'ai fait « OK, je viens de gagner juste à ce moment-là. » J'ai serré la main à la fin, j'ai dit « Hey, salut, félicitations, petite fille, elle a fait vraiment un beau travail. » Puis j'ai juste quitté, j'ai resté grand là-dedans, là, mais sérieusement, j'étais comme... Tu te dis à un flow de 19 ans qui n'ira jamais nulle part dans la vie. C'est sûr, il y a certains qui va prendre ça rough. Là. Ah, c'est incroyable. Ça a été tough. Et y a-t-il déjà quelqu'un qui vous a envoyé chier, vous autres, que vous iriez nulle part ou whatever? Toi, Faf, à part ton père et ta mère, y a-t-il d'autres mondes qui ont dit ça? Je me suis déjà fait dire ça par une couple d'humoristes.
Puis le pire, c'est que, oui, je me suis déjà fait dire que j'étais pas de talent, puis que je devrais arrêter, puis que j'ai aucun avenir. Mais tu sais, le pire, c'est que je le nommerai pas parce que la personne qui m'a dit ça, je me considère ami avec lui aujourd'hui. Parce que, tu sais, lui m'avait vu en 2013, dans le temps que qu'est-ce que je faisais, c'était vraiment moyen. Puis j'avais probablement l'air trop sûr de moi, puis je le méritais peut-être. Fait que tu sais, ça, j'ai été rancunier un hostie de temps, mais quand j'ai recommencé à me réanalyser dans ces années-là, je me suis dit, ouais, tu sais, je méritais peut-être pas de me le faire dire raide de même. Mais quand même, mais tu sais. Mais moi, là, j'ai jamais dit à quelqu'un de ma vie, puis je le dirai jamais, jamais je vais décourager quelqu'un. Mon ADN est incapable de. Écoute, je ne suis pas devenu gérant d'artiste pour rien. Je suis incapable de décourager quelqu'un. Je suis incapable. Je peux réellement caler quelqu'un en disant si tu fais ça, tu n'arriveras pas à tes fins. Puis j'en suis convaincu, ça ne t'aide pas à arriver à tes fins. Donc, en un mot, ça demeure un conseil. Mais vraiment scraper quelqu'un en disant écoute, c'est pas fait pour toi. Je te le dis, là, même si je le crois, je refuse de faire ça. Je trouve ça inadmissible. De un, qui suis-je pour savoir absolument le potentiel de tous et chacun? C'est complètement débile. Puis deuxièmement, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Sais-tu quoi? Ça me fait penser à ceux qui disent hey, t'as l'air fatigué. Tabarnak, je trouve ça niaiseux. T'as l'air fatigué. Là, tu reçois ça, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben mon Dieu, attends un peu, je vais aller me coucher 2 heures, puis on se rejase. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un t'as l'air fatigué? Ça sert à rien. C'est donnant avec aucune solution de te reprendre. Tu fermes ta gueule. Tu dis pas ça, t'as l'air fatigué. Tu dis pas ça. Non, puis tu vois, pendant que tu disais ça, je me suis dit, j'ai jamais dit ça à personne, moi, c'est pas fait pour toi et tout. Sauf que, tu sais, je vais le donner comme exemple aussi. Ça m'est arrivé de voir des humoristes que je me suis dit personnellement, c'est pas fait pour lui. Je me suis dit ça, mais je l'ai pas dit. Puis, Chris, je l'ai revu 6 mois après. Tabarnache, il t'a pris un méchant step-up, il est rendu bon. Ben, ça se peut. Bon, on va se le dire, j'ai vu du monde que 6 mois après fait finalement j'avais pas si tard que ça, mais bon, mais je l'ai pas dit, mais tu sais, encore là, tu sais, il y a des façons de le dire. Tu sais, moi, une affaire que j'aime le moins me faire demander, c'est pis comment tu m'as trouvé, parce que, tu sais, je me demande jusqu'à quel point je peux être honnête avec la personne, mais je dirais jamais c'est pas fait pour toi, mais je vais lui dire améliore certaines affaires, il y a telle affaire, tu sais, enregistre. Ben oui. Tu sais, je vais lui dire enregistre-toi, réécoute-toi des affaires de même, mais je dirais jamais dire à quelqu'un c'est pas fait pour toi, au contraire. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est comme moi, tu me parlais autisme, ça savait me flasher dans la tête ben raide. Quand je chantais dans un band heavy metal, mon gars, le nombre de fois que je me suis fait ramasser, mais de façon violente pour me faire dire que j'étais pourri, mais le problème, c'est que j'étais vraiment pourri. Mais tu sais, le pire, c'est qu'avoir pris des cours de chant, avoir continué, je suis convaincu que j'aurais pu arriver à de quoi de potable, même si j'avais 2 ans de cours de chant dans le corps, mais quand même, là, mais tu sais... C'est ça. Là, j'écoute Simon Cowell, mettons, dans les American Got Talent pis tout, là, quand il est vraiment méchant avec quelqu'un. C'est tellement pas correct parce que la personne est debout devant sa famille qui est backstage, puis qui est tout, qui vit ça en plus de tout le monde qui est devant lui. Là, ça... Non, mais un peu. Tu peux être extrêmement sévère avec quelqu'un, oui. Mais c'est très différent de dire je vais dire exactement ce que je pense, puis de rajouter au final, c'est pas fait pour toi. C'est le bout anyway que je sais pas comment quelqu'un peut dire ça avec assurance. Comment tu fais pour prédire l'avenir de quelqu'un? Je veux dire, tout s'améliore. C'est le domaine artistique. C'est pas de la technique. C'est pas de la technique. C'est pas comme. Puis encore, même en technique, quelqu'un qui est mauvais, mettons, je sais pas, mauvais poseur de J-Prod, calvaire, ça s'améliore. Ça fait que la vraie phrase, c'est pas pour toi. C'est je pense que c'est une business dans laquelle tu n'auras peut-être pas le succès que moi je verrais qu'il est possible d'avoir. Tu sais, mettons qu'on veut être précis dans les mots, mais je fais juste dire que moi, je refuse de dire ça à quelqu'un. Je trouve ça extrêmement donnant. Je ne ferai pas partie de ceux qui brisent des rêves. Je fais partie de ceux qui aident à ce que ça arrive. Je ne veux pas être dans l'autre club, tu comprends? Je trouve ça calme. Je trouve ça complètement zéro. C'est tout. Peut-être juste faire une... Tu sais, quand je passe, mettons, à une émission comme America Got Talent et tout, par exemple, tu sais, je pense que quand tu t'inscris à une émission de même, faut que je pense que tu acceptes que ce genre d'affaires-là peut t'arriver, que tu vas te faire rentrer dedans en innocent et tout si t'es pas bon. Là. OK. Mais moi, je te répète que si j'étais juge sur une émission de même, d'ailleurs, souviens-toi, je l'avais fait. On avait fait un en route vers mon premier headline. Oui. Là. Bon. Puis j'avais agi comme juge, etc. Puis j'avais super aimé ça. Ça me ramenait un peu dans mes années de gérant d'artiste. Tout ce qu'il faut que tu fasses ce job-là. Bon, mais j'avais pas été complaisant avec personne.
Tout le monde, j'avais été comme dang, 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 c'est toi qui animais. Puis, mais sauf que avec qui j'ai été décourageant? Non. Non, 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 non. C'est pas pareil. Tu peux être sévère, tu peux vraiment dire, écoute, là-dessus, je te le dis, ce bout-là, c'est zéro. Si tu continues à faire ça, tu vas voir, il va arriver telle affaire parce que je connais la business, blablabla. Mais c'est pas donnant, c'est éclairant. Sauf que oui, c'est sûr qu'il faut que tu te ramasses la claque, mais c'est pas une claque pour te coucher à terre, tu comprends? Ouais, je comprends. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Parlons branding présentement. Parce que là, je pense qu'il y a un nouveau brand, une étiquette, une image qui va peut-être se créer dans l'univers des médias sociaux. Marc, je sais pas si tu peux nous éclairer un peu là-dessus, de qu'est-ce qui s'en Très vient. content. Je suis très content comment tu l'amènes. C'est brillant, c'est fin. À l'image de ce que je vais t'annoncer, la chaîne Twitch de Jean-François Otis devient officiellement ce soir Twitch Sticule. Et je crois que c'est extraordinaire à quel point ça va faire une différence. Donc, en partant, j'aimerais que les gens qui nous suivent écrivent un beau bravo Twitch Sticule de la façon qu'ils peuvent. On a le droit à l'erreur encore. Je n'ai pas écrit la version officielle, mais ce sera le fun que Autisticule reçoive ça sur sa chaîne, maintenant baptisée Twitch Sticule. Je suis très fier. J'ai pensé à ça il y a plusieurs jours, puis c'est aujourd'hui que ça sort. T'avais pas parlé de Coco ou... Je voulais que la personne qui écrit Twitch Sticule sans faute, mais c'est parce que je ne peux pas montrer comment ça s'écrit. J'avais un cadeau. Mais écoute. Mais en passant, outre mes niaiseries du jour, j'aimerais aussi dire que je suis rendu à presque 30 followers sur ma chaîne YouTube, mon Twitch Marc Boilard, donc / Marc Boilard. Et comme j'en ai parlé la semaine passée, je passe le message encore. Quand on va être, puis je ne suis pas pressé, ça peut prendre 8 ans, comme ça peut prendre une semaine. Quand on va être 100 followers, après notre jasette du mercredi, vous autres, vous allez partir comme d'habitude à 21h. Et moi, je vais prendre mes followers et on va faire un premier épisode en pure ligne ouverte. Et on va choisir quand est-ce que cette émission-là va avoir lieu dans la semaine. Fait que c'est quand ça va donner, mais moi, j'attends d'avoir mes 100 followers puis on démarre. Fait que je suis bien content de ça. J'adore mes fans. Il y a quelqu'un qui a écrit Auschwitz Sticule. C'est fort! Hey, il y a Farrell qui écrit sur mon chat, genre espace Twitch Ticule. Je suis comme, nice, nice. Il y a des beaux mots, il y a des beaux mots. Auschwitz! Auschwitz, c'est dans le tout croche en sacrament. C'est très fort. J'aime mon auditoire. C'était vraiment bon comme... Oh, wow. Fait que continuez, puis la personne concernée recevra un message privé pour à Twitch Ticule. Non, c'est pas Twitch. Regarde, déjà, même toi, tu n'es pas capable de le prononcer. Imagine, je te demande de l'écrire. Non, mais là, moi, j'ai l'air d'un gars qui scorerait fort au dicté de Bernard Pivot, moi. En quoi tu étais fort? Faisons le tour. En quoi on parle, là, justement, on est encore dans le thème ado. C'était quoi les matières fortes puis les matières poches? Moi, c'était le sport que j'étais pas. Tu sais, là, quand tu commençais, là, toutes les... Je sais pas si ça marchait de même, Marc, dans ton temps, mais nous autres, là, la session d'automne en éducation physique à l'école secondaire, c'était tout le temps la même affaire. C'était tout le temps, tu commençais avec la course, puis après ça, tu faisais le test des paliers de léger ou bouché, là, que là, tu... Ping! Palier 1, ping! Palier 2. Je pense que j'ai le record de l'école pour le plus bas taux de palier t'as fait. Ah ouais, t'étais vraiment zéro. Ah, j'étais zéro, ouais. C'était zéro. Je te dirais la matière la plus forte, histoire. Ah ouais? Ah, histoire secondaire 2, j'ai fini avec 100%. OK. Puis, petite parenthèse, petite anecdote de même, la professeure a quand même trouvé le tour d'appeler mon père parce qu'elle trouvait que je me sacrais du cours et j'ai fini l'année avec 100%. Hein? Parce que elle, regarde, petite parenthèse de même, elle a trippé barrette sur Julie Payette. Parce que j'étais en secondaire 2, c'est que Julie Payette a été dans l'espace. Puis nous autres, on est là pour des cours d'histoire. Puis c'était vraiment l'histoire romaine. On parlait, tu sais, ça avait pas partout de rapport à l'histoire du Québec. C'était en secondaire 4 qu'on en parlait. Puis elle nous disait qu'à tous les débuts de cours, elle nous parlait pendant 5 minutes. Puis c'était son blog Julie Payette. Puis c'était vraiment important pour elle. Fait que là, à l'examen d'après, elle a fait une question bonus. Puis c'était décrivez pourquoi que ce que Julie Payette va faire, c'est important. Puis là, moi, j'avais été écrit, c'est la première femme qui va marcher sur la planète Mars, quand même important.
Elle était tellement insultée que j'ai ri de sa Julie Payette qu'elle a appelé mes parents. Pour vrai? Je te jure. OK, elle était craquée grave, elle. Là, je suis le soir. Le téléphone sonne, là. Oui, bonjour. Ouais, est-ce que je peux parler à monsieur, là, je dirais pas le nom de mon père. Ah, je vais le dire, monsieur Nelson Grenier. Oui. Non, mon père est en train d'écouter la game avec sa bière. Je sais pas, je pense que c'est ma professeure d'histoire. Je prends sur le téléphone. Je dis oui. Oui. Bon, mais on s'en fout, ça sert à rien, l'histoire. Elle a raccroché. Pas vrai? Ouais, mon père, ça a été sa conversation qu'il y a eu avec elle. Aïe, aïe. Puis là, il me regarde, t'as combien en histoire? À la date, j'ai 100% de moyenne. Quand mange la marde? Puis il a continué à écouter sa game. Non. Ouais, Moi, fait que... mes forces à l'école, physique, quand j'ai fait chimie physique, là, chimie c'était plus difficile, physique, j'aidais le prof à enseigner. Fait que dans le fond, pendant les séances d'exercice, admettons, là, il y avait le prof en avant, moi qui étais assis en arrière, puis le monde qui avait des questions venait nous voir. Ben, Fait que voyons donc. Fait que toi, tu vivais pas de l'humour. Toi, t'avais un fucking MATLAB dans ton sous-sol, pis c'est comme ça que tu faisais ton cash. Man, si t'as un MATLAB avec de la physique, ça va être difficile. En chimie, c'est un autre game, là, mais physique, c'est compliqué. Là. Mais grosso puis moi aussi, j'ai eu une passe parce que mon père m'a félicité sur quelque chose. Je sais pas si je vous l'ai déjà conté. Il y a un gars, quand j'étais en 4e année, je m'en allais manger avec, dans le fond, sur l'heure du midi, je suis une gardienne avec ma soeur. Puis il y a un gars qui a ramassé. Attendez, on a Marc, perdu Marc, là. Ouais. Probablement qu'il est allé prendre un message sur son cellulaire. Mais anyways, je vais le compter. Là. Je m'en allais manger avec ma soeur chez la gardienne. Puis il y a un gars qui était arrivé qui était en 6e année. Fait qu'il avait comme 2 ans de plus que moi. Puis il avait frappé sur ma soeur. Il avait poussé, il riait d'elle, puis il avait donné une claque. Fait que moi, on s'entend que j'avais fait du judo toute ma vie. Fait que j'ai blacké out. Là, j'ai ramassé le gars, je l'ai whippé, j'ai commencé à frapper dessus. Puis j'étais embarqué dessus. Puis là, le monde était comme Hey, JF, on arrête, on va appeler la police. Puis j'étais comme C'est pas la police, faut que t'appelles, c'est une ambulance, moi le tuer, câlisse, là. Je piochais dessus, man. Puis à un moment donné, ma soeur, puis ça, c'est le bout le plus que je me souviens, c'est le plus clair dans ma mémoire. Là. Ma soeur, elle me tire dessus, puis elle dit JF, viens-t'en, là, on mange du steak en tranche à midi, il va être froid. Puis j'ai arrêté de frapper, puis j'ai fait T'as raison, c'est vrai. Puis j'ai parti avec ma soeur manger du steak en tranche. Le soir, quand on est revenu, il y a la directrice qui nous attendait dans le bureau. Dans le fond, elle voulait nous rencontrer à la dernière période. Fait qu'il y a moi qui est allé dans le bureau, le gars en question, la mère du gars en question, mes parents, puis ma soeur. Puis là, la directrice est comme, là, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec Jean-François qui a battu un petit garçon? Puis là, j'étais comme, je sais pas, je regarde mon père, il dit, JF, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as frappé sur le garçon? Je dis, il a frappé sur ma soeur. Fait que j'ai juste. Mon père me regarde, fait comme. Fait que t'as défendu ta soeur. Je suis comme, ouais. Fait que mon père, il regarde la directrice, fait comme, voulez-vous que je le félicite en avant de vous ou qu'on attende au moins d'être dans l'auto, là? Puis là, c'est là que j'ai fait. Chris, mon père, il est badass, là. La directrice, elle a fait. Hey, là, je veux plus revoir ça. Puis on est tous les deux partis de notre côté. Puis ça a été fini. Ça a été l'achat. Puis je sais pas si l'autre, je vais la raconter peut-être une autre fois. C'est plus élevé un peu. C'est mon coach de hockey qui m'a félicité d'avoir pogné une fille dans les toilettes au secondaire. Fait que je raconterai peut-être ça un autre jour. Par pognon, on parle de ouais. Pack Style ou non, Jeff Otis Style? Jeff Otis Style. Là. Okay. C'était avant une pratique de hockey. J'allais au Mistral. Je sais pas si vous connaissez le Mistral. C'est reconnu comme étant la pire école au Québec secondaire. Hein? Ouais, c'est super simple. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui allaient à cette école-là. Puis avant que la saison de hockey finisse, quand la saison de hockey finissait, l'école n'était pas encore finie, mais ils décidaient quand même de s'en retourner chez eux. Fait que supposons que la personne vient de Rivière-du-Loup, vient jouer au hockey à Montjoly. La saison de hockey finie, elle retourne finir son secondaire à Rivière-du-Loup. Fait que ça compte comme un décrochage. Parce qu'il n'a pas fini l'année à Montjoly. Fait qu'il était reconnu comme étant la pire école. Pour avoir étudié là-bas, je te dirais que les profs n'étaient pas yarbes aussi, là, quelques-uns. Là. Mais puis j'avais, avant une pratique de hockey, j'arrive là, je m'en vais chercher ma poche de hockey qui est au sous-sol. Puis c'est comme vraiment loin des caméras et tout le kit. Puis il y a une fille qui était là, qui vient me voir, qui fait comme Hey JF, tu sais, on s'entend bien, blablabla. Fait qu'elle me ramasse, commence à m'embrasser sur le divan. Sur le divan, il y avait comme un petit divan en bas. Fait qu'on s'embrasse, puis ça, c'était avant la pratique de hockey aussi. Fait que finalement, on fait une couple d'affaires, on s'en va peut-être un peu à la salle de bain et tout. Puis pendant que je suis debout, il y a les coachs de football qui rentrent dans la salle de bain. Fait que là, moi, mes yeux, j'étais 6-2 quand j'étais à cet âge-là.
Fait que je me tasse les yeux, j'ai un eye contact avec les coachs de foot qui s'en vont pisser, puis je suis comme, là, tu vas te rhabiller, puis on sort d'ici, tabarnak, là. Fait que je sors de là, finalement, il y a le surveillant, les profs, les coachs de football sont allés voir le surveillant, il revient me voir, il dit, JF, t'es supposé être à ta pratique. Je suis comme, la pratique est dans 10 minutes. Puis il était comme, pense que ça va le temps de finir en 10 minutes. Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas, là, t'aurais dû me laisser finir, on l'aurait su. Puis, elle t'a bien craqué, la fille. C'est elle, carrément, qui est comme fait go. Ouais, oh, ouais. Wow. Ouais. J'étais une victime là-dedans. Puis après ça, quand on est revenu, il y a mon coach qui l'a appris parce que les coachs de football étaient en tabarnak. Ils étaient comme, ça se fait pas, esti, pourquoi t'as fait ça? Fait que j'entends à l'intercom Jean-François Otis dans mon bureau. Fait que là, je m'en vais dans le bureau du coach. Là, il me regarde, fait comme, là, je tiens à te le dire, il y a les coachs de football, puis le coordo du hockey qui écoute. Fait que, il faut que je te parle. Il me regarde, fait comme, là, tabarnak, je veux plus jamais que tu fasses ça. Puis il me fait des signes en voulant dire good job, mais en me donnant de la merde. Fait que moi, je ris, je suis comme, calé, je peux pas croire qu'il est en train de me donner de la merde, mais en même temps de me féliciter. Il dit, tu vas-tu le refaire? Là, je le regarde, je suis comme, non. Il dit, tu fais bien! Sors! J'ai sorti, j'ai fait Chris. C'est le char de merde le plus le fun que j'ai mangé à date, je te dirais, là. Fait que ça a été mon bout le plus plaisant, quasiment de mon hockey, là. Ça a été de me faire donner un char de merde par ce coach-là. Là. Wow! Fait que, ouais, ça, c'est mon histoire que j'espère que mes parents écoutaient pas. Toi, t'as-tu déjà mangé un char de marde d'un prof, Marc? Non. Okay. Non, moi, j'étais... les profs, ils m'aimaient, tu sais. J'étais très... ouais, les profs m'aimaient. Puis en secondaire 3, comme je te dis, j'avais mis... j'avais carrément j'avais rendu des profs vedettes. Tu sais, le prof... Ah oui, ben oui. Le prof de bio, c'était le même... Le prof de chimie puis de maths, c'était le même prof. C'était Jean-Claude Bégin. Je l'appelais JC Begin. Puis à un moment donné, il arrive... Je te montrer comment c'était cette année-là. C'était exceptionnel. Écoute bien, on a 15 ans, OK? Puis il y a au moins 3, que je me souviens bien comme il faut, 3 des profs. Quand on faisait des parties dans le sous-sol de nos parents la fin de semaine, les profs venaient. On invitait nos profs à 15 ans. C'était comme hallucinant. C'était un genre de la croisière s'amuse. Là. C'était fou furieux. Mais c'est pas simple, Puis, ça, comme... Je me souviens qu'un jour, Jean-Claude Bégin, il arrive avec un T-shirt avec sa face dessus en caricature. Comme fait avec de la gouache. Calvaire, je fais, c'est qui fait ça? Il dit, c'est ma femme. J'ai dit, je peux-tu en avoir un? Ça fait que moi, toute l'année, une fois par semaine, je me promenais avec le T-shirt, avec la face du prof de maths. Tu sais, puis c'était pas pour rire de lui comme mine, c'était drôle. Tout le monde, c'était drôle au bout. Là, tu sais, c'était que ça. C'était que ça. C'est que moi, j'ai pas eu de profs qui m'ont découragé. J'ai pas eu de profs avec qui j'étais en conflit. Mais je me suis fait sortir dehors. Mais c'était pas parce que j'étais comme le baveux ou le whatever. C'est genre, j'avais la trappe qui arrêtait pas. Puis à un moment donné, bon, Marc, là, dehors, là, puis tu reviendras ou je sais pas trop. Là. C'est que ça, c'est arrivé quand même que je me faisais. Puis là, je vais vous conter quelque chose pour vous montrer encore une fois comment ça part de loin. Là. En secondaire 3, le directeur, il s'appelait Robert Poulain. Puis lui, il a vu passer mes 3 autres frères et sœurs plus vieux que moi. Daniel, 10 ans de plus. André, 9 ans de plus. Puis Pierre, 6 ans de plus. OK? C'est que lui, il a vu passer les 4 Boilard sous son règne de directeur d'Albert Ouellet. Puis, à chacune des 4 étapes de l'année, il venait dans le cours puis il me disait tout le temps, Marc, il dit, moi, j'ai vu Pierre, Daniel, André, ils travaillaient plus, il y avait des meilleures notes. Puis je disais, vous avez raison, M. Poulain, je vais faire attention à telle affaire. Puis il disait ça à mes parents, puis tout. Puis je me souviens que le soir, c'est hot, là, j'ai jamais raconté ça. Le soir, là, je ne sais pas combien de fois, j'ai pensé à ça 10 fois, une fois, je ne sais pas, mais je trouve ça marquant. Puis je me souviens que je m'étais dit, qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu plus important d'avoir des grosses notes à l'école ou de faire rire le monde dans la classe? J'ai fait, c'est faire rire le monde. Ben oui. Mais pour vrai, je te jure, j'étais sincère dans moi-même. Là. J'ai comme fuck off. Moi, j'ai fait rire. Puis c'est fantastique. Puis ça va me donner quoi d'avoir plus ou moins? Je vais le passer, le cours. Puis c'est tout. J'étais de même. À 15 ans, c'était ma réflexion.
Mais t'as totalement raison, pis je sais pas si ça avait été jusque-là. Mais moi, des fois, je savais la réponse à une question à l'examen, puis j'écrivais une niaiserie pareil, parce que je la trouvais trop drôle. Ça, Ah, c'est bon, ça. Hey, on avait un cours qui s'appelait choix de carrière, nous autres on appelait ça choix de cul, puis c'était un show. Tu sais, c'est vraiment un cours pour nous. Tu sais, je pense que t'avais ça une heure par session de 15 jours. Puis, les questions, je te dis, à un moment donné, on avait. Tu sais, non seulement t'apprenais tous les différents métiers, mais il y avait tellement rien à nous montrer qu'il nous apprenait sur les personnes qui avaient appris sur les différents métiers. C'était n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, t'avais John Holland qui était comme la. Je me rappelle de son nom, puis c'est son vrai nom, qui a inventé le riz à sec, que c'est comme les 6 différents types de personnes qui existent pour choisir un emploi, l'artistique, l'entrepreneuriat, Ouais, puis ok, tout ça. Puis c'est John Holland qui a découvert ça, puis qui a écrit les bases de ça. Puis là, Alex Zabin nous demande qui a inventé le riz à sec. Ma prof s'appelait Marie-Josée Mador. Fait que moi, je savais que la réponse, c'est John Holland. Fait que moi, j'ai été écrit Marie-Josée Mador. Juste parce que je trouvais ça fucking drôle. Ouais. L'examen de fin d'année, c'était des feuilles informatisées que t'avais ABCDE qu'il fallait que tu noircisses, puis ça passait. C'était beaucoup plus facile pour le prof pour le corriger. Puis moi, j'avais déjà mes notes, je passais le cours. Fait que, à part les solutionnaires, moi, je commence à répondre. J'ai pas de questionnaire, là. Non. Fait que là, la prof arrive à côté de moi, elle check. T'aurais pu arrêter à la 30e question, ça sera pas plus loin que ça l'examen. Ah, merci. C'est malade. Ah ouais, parce que t'avais déjà passé. Là. Bon, j'avais 78 d'accumulé sur 80, là. Fait que moi, Mais moi, ce côté-là, sais-tu où je le vivais? Hmm? C'était encore là, c'était quand j'étais au secondaire puis au cégep. Il y avait tout le temps 5 points d'accordés à l'orthographe puis aux fautes. Puis j'avais tout le temps 0. Je m'en sacrais de bien écrire, clair ou pas. Parce qu'anyway, j'avais la plus grosse note pour la rédaction. Parce que moi, la question où j'étais bon puis j'étais poche, c'était physique, chimie, maths, 0 raide, border de coulée, puis français, géo, histoire, les aiguilles dans le verre total. Hey, moi, j'ai mes maths de sciences peu de cégep. Je comprends pas comment j'ai fait pour avoir ça humainement. Moi non plus, j'ai abandonné une fois puis coulé l'autre fois. Moi, j'ai les ai. T'as réussi à rentrer en droit après ça? Ben, en droit, t'as pas besoin d'avoir 0 maths. Non, mais ils prennent quand même ta coteur. Oui, mais je veux dire, hey, j'ai fait mon cégep en communication à Limoilou. C'est-à-dire que j'ai eu un deck en cafétéria. C'était un deck d'une insignifiance hallucinante. Quand t'étais au cégep, les élèves avaient-tu le droit de fumer dans les classes? Non, mais on avait, ils appelaient ça l'Agora, qui était une place entre la cafétéria très grande puis l'entrée. C'était un truc qui s'appelait l'Agora. Puis là, ça potait, tous les gazés étaient là, puis je me souviens que tu pouvais fumer. Ouais. Okay. Oui, parce que, hey, Christophe, mais moi, cégep, moi, j'ai fait 2 ans en électronique. Ah ouais? Ouais, en électronique, parce que je voulais m'en aller en informatique. J'ai tout le temps voulu m'en aller en informatique, mais j'ai pas passé mes maths fortes de secondaire 5. OK. J'avais mes maths faibles de secondaire 5, mais j'avais pas mes maths fortes. Ben, j'ai juste eu l'équivalent des faibles, là, mais en tout cas, peu importe. Fait que là, tu sais, j'aurais pu faire une affaire qui appelle accueil et intégration pour aller chercher tous mes cours de base puis tout, mais mes parents m'avaient convaincu de changer de cours parce qu'ils se sont dit, hey, tu vas perdre 1 an, imagine-toi, 1 an de salaire, c'est beaucoup d'argent. Hostie d'erreur que tout le monde qui écoutait, si vous êtes en bas de. Non, prenez votre temps pour choisir votre métier, là, puis faire de quoi que vous aimez. Fait que j'ai jamais été en informatique, fait que je me suis dit, électronique, ça doit ressembler. Fait que j'avais été là-dedans, puis nous autres, on travaillait avec des équipements qui dataient des années 70, puis mon cousin avait son diplôme de Thetford Mines. Il vient pour rentrer pour une grosse compagnie, puis il dit, désolé, on ne prend pas d'étudiants de Thetford Mines, vous êtes trop cabochon. Pas vrai? Il s'était fait dire ça par une grosse compagnie. Ça, c'est écœurant. Vous êtes trop 0. Ouais. Wow! Parce que on travaille ces affaires des années 70, on s'entend-tu que l'électronique, c'est important de se voyons. renouveler pour tout, là. Incroyable. Fait que, hey, Vous êtes trop cabochon. Ben, c'est sûr que si vous travaillez avec des affaires des années 70, vous étiez plus loin que ça. Là. mais, fait que, moi, j'ai tout décidé de sacrer ça là. Fait que ma dernière session d'électro, là, elle est passée sa brosse en esti. C'est là que j'ai vécu. Mais donc, à t'entendre parler, tu as un parcours comme moi, un peu en zigzag. C'est Oh oui. où tout à coup que tu te dis, moi, je fais de l'humour? Je veux dire, j'ai compris que tu en as tout le temps fait, dans le Ouais, fond. je l'ai tout le À temps l'école, fait. tu faisais rire le monde, OK?
Mais c'est quand que ça a pris une twist un peu genre professionnel, mettons. Parce que regarde, entre-temps, je t'ai pas compté que j'ai joué de la guitare puis que j'ai pratiqué en innocent, puis là mon but c'était de devenir musicien heavy metal. J'ai suivi des cours de chant parce que j'étais le seul à être capable d'avoir une voix aiguë, puis nous autres on tripait sur Iron Maiden puis des bandes de même. Fait que ouais, c'est ça. À ce point-là. Puis là, c'est simple. Parce que à toutes les fois que je voyais des shows pis des open mic, je m'essayais. Puis 99% du temps, je me faisais dire non parce que tu sais, moi, c'était dans le temps aussi que le salaire minimum pour un humoriste dans un bar, c'était 150$. Fait que ton 150$, tu voulais bien l'investir. Tu voulais pas l'investir sur un ticket qui commence. Puis à un moment donné, j'ai fait un open mic. Puis, tu sais, ça allait, dans ma tête, ça allait bien, mais c'était tout le temps moyen. Mais j'ai fait un open mic une fois aussi que j'ai tout arraché. Mais vraiment, là. C'est là que ça a fait, je veux devenir humoriste. Ah, OK. Il a juste fallu que j'arrache une fois dans une soirée. Puis là, Il y a un événement qui t'a donné la piqûre. Juste pour te dire jusqu'à quel point, là, 1h30 avant d'embarquer sur stage, j'étais au téléphone avec ma blonde, puis je disais, regarde, je te le jure, à soir, c'est mon dernier show d'humour, je remets plus jamais les pieds sur un stage, ça va être fini après à soir. J'embarque sur stage, j'arrache tout. Non seulement j'arrache tout, mais après, tu sais, je jasais à du monde, puis c'est là que j'avais rencontré pour la première fois P.O. Forget, que j'ai eu comme invité hier. Puis là, j'étais en train de jaser avec P.O. Forget, puis un autre humoriste dehors, puis là, il y a deux filles qui commencent à venir me jaser, puis ils me lâchaient pas, puis je me rappelais, ils me flattaient le bras, puis tout. Mais moi, j'étais juste trop content d'avoir rentré fort, fait que les filles sont en allées. Puis là, t'as P.O. qui me regarde avec l'autre humoriste. Man, tu te rends compte que ces filles-là te voulaient dans le lit, là. Ah ouais? Ouais. Ok, là, je veux devenir humoriste, c'est sûr et certain. C'est fou comment que ça close le monde, hein? C'est fou, raide. Non, mais écoute, pendant un bout, moi, je voulais aller justement en médecine pour pouvoir aider le monde dans le temps. Pour te donner un exemple, là, je voulais vraiment, vraiment aider le monde. Après ça, quand j'ai été travailler chez LG, je me suis rendu compte que le seul monde que j'aidais, c'était des Coréens à faire plus d'argent. Tu sais, j'aidais pas personne d'autre. Puis j'avais commencé à faire des shows ici et là, à vraiment à faire des spectacles. Puis il y a un moment donné, il y a une fille qui est venue me voir après le show, puis moi, elle m'a pas dit « je veux faire un tripatron avec toi ». Elle m'a dit « je veux juste te dire merci beaucoup, j'ai perdu mon frère le mois passé, puis genre j'ai vraiment de la peine, puis j'ai pas été capable de rire jusqu'à ce soir quand tu as monté sur scène. Tu m'as vraiment fait rire, je voulais te dire merci ». Puis c'est là que j'ai fait « ah, je suis capable d'aider le monde en disant mes niaiseries sur scène pendant que je suis là, ils oublient leurs problèmes puis tout, puis ils vivent le moment présent. » Exact. Fait que j'ai fait, c'est ça que je veux faire. C'est pas compliqué, c'est ça que je veux faire. Je veux aider le monde de la manière que je peux, puis la manière que je peux, c'est celle-là. Ce qui est hallucinant, ce qui est vraiment hallucinant, je trouve, quand tu as un souci d'aider le monde, moi, je fais partie de ça, c'est que tu sais même pas quand est-ce que ça arrive. Moi, je me souviens à un moment donné, ligne ouverte, j'en ai eu plein des appels de ce genre-là quand je faisais de la ligne ouverte. Puis à un moment donné, c'est une fille, elle s'appelait Magali Mention. Là, je m'en souviens. Là, à soir, on se souvient tous des noms de tout le monde, c'est drôle. Hein? Mm-hmm. Fait qu'elle, je l'avais rencontrée à travers LinkedIn. Elle m'avait posé une question. J'étais en Floride chez ma sœur, je me souviens. J'avais donné un rendez-vous téléphonique. On a parlé. Après ça, on est allé luncher, pas trop loin d'ici. Elle m'a parlé encore de ses affaires, qu'elle travaillait avant pour Garda, dans le bureau, comme coordination, je ne sais pas trop. Puis que là, elle s'en allait en fitness, puis blablabla. C'est les deux seules fois dans ma vie où j'ai parlé. Une fois par téléphone, il y a peut-être des échanges, puis une fois, on est allé luncher. Point. Et là, je suis en train d'animer une ligne ouverte sur je ne sais pas quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Et elle appelle sa ligne. Je pense qu'on parlait de surnom. Puis elle, j'y chantais, c'est Magali Mention, c'est que je chantais tout le temps Mention, attention, du Daniel Lavoie, là, tu sais. Fait que c'était son nom, c'était comme une chanson. Puis là, elle appelle. Elle dit « Salut », elle dit « Je veux juste te dire de quoi ». Elle dit « Je sais pas si tu te souviens, elle se nomme hors honte, c'est que je savais que c'était elle, tu sais. Elle dit « Te rappelles-tu une fois, tu m'avais chanté une chanson, tu as dit hey, « je t'ai trouvé un surnom ». Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré. Moi, c'est ma maladie, les surnoms. Fait que là, j'y chante sa toune, puis là, on jase. Puis elle dit « Cette journée-là », ben, j'ai dit « Ben oui, je m'en souviens ». Puis elle est en auto, je me souvenais. Elle dit « Cette journée-là », elle dit « Dans mon char, j'avais tout ce que j'avais dans la vie. J'avais mes valises, mes bagages. Puis elle dit « Je m'en allais, puis je terminais une longue relation violente, dysfonctionnelle. Puis je m'en allais, je pense qu'elle disait, chez une de ses amies. Elle partait de Gatineau pour s'en aller à Montréal. Puis elle dit, je pensais que ma vie était finie. Puis elle dit, t'as appelé. Puis
Puis elle dit, je te le dis, là, elle dit, toute ma vie, je vais souvenir comment tu as mis ça drôle, tout à coup, tu as réussi à me faire rire quand j'étais, genre, là, sans filet, je m'en vais où? De quoi demain va être fait? Mais moi, j'ai aucune idée de ça. Parce qu'elle m'avait parlé, tu sais. Puis ce que je trouve hallucinant, c'est que quand tu dis, comme toi, moi, je fais de l'humour, mais à quelque part, mine de rien, j'ai quand même un souci que ça aide du monde. Tu n'as aucune idée quand est-ce que ça arrive. C'est ça qui est hot. Mhm. Tu sais pas quand ça arrive, tu sais pas qui est interpellé par ça. Moi, une fois, autre affaire en ligne ouverte, on jase de je sais pas quoi. Elle dit salut, elle dit Marc, elle dit, je veux juste te dire, elle dit je viens d'appeler au CLSC parce que j'écoute ton émission depuis tantôt, puis elle dit moi, je prends 2 bouteilles de rouge tous les soirs parce que mon fils a fait une tentative de suicide, puis depuis ce temps-là, on se parle plus. Puis elle dit je suis pas capable de m'en remettre. Puis elle dit là, je t'écoute, puis je me suis rendu compte qu'il faut que j'arrête de juste prendre mes 2 bouteilles pour m'assommer. Puis elle dit j'ai demandé de l'aide, puis là, j'ai un rendez-vous au CLSC. Tu fais comme ah, ben ouais, j'en demandais même pas tant, tu sais. Mais ça arrive, ça. Quand les intentions sont là, après ça, tu n'es plus obligé de dire là, maintenant, je vais vous aider. Ça par rapport. Tu peux être comme autisticule puis dire moi, je vais déconner, mais le monde, là, il pogne le sous-texte. Moi, c'est ça que j'ai appris cette année, là, c'est la notion du sous-texte. Quand on dit de quoi puis qu'on est qui on est, là, simplement transparent, là, il y a un sous-texte. Il y a quelque chose que le monde pogne. À la rigueur, je me demande si on le sait nous-mêmes. Mais tout le monde pogne un sous-texte de tout le monde, comprends-tu? Ça fait que les gens, tout à coup, ils font hey, je veux y parler à lui. Puis là, tu fais pourquoi tu veux me parler de ça? Dans ta tête, ça a un peu par rapport. Finalement, tu fais ben oui, c'est vrai que ça a rapport, mais vu de cet angle-là. Que moi, c'est pas l'angle exact que je pitch. Tu sais. C'est que moi, je trouve ça fascinant d'entendre un gars qui est humoriste qui dit ah, je trouve que c'était une façon d'aider le monde. C'est extraordinaire. Puis pas juste ça. Tu sais, je suis en train de penser à ça parce que moi, j'ai été éducateur spécialisé pendant C'est ça doit te 15 ans. parler. Là. Ouais, ça me parle, mais écoute bien comment ça me parle parce que, tu sais, quand ta job, c'est carrément d'aider le monde directement avec le problème, tu viens qu'à focusser beaucoup plus à ce niveau-là sur les échecs. En tout cas, moi, ça a été malheureusement ça que les réussites. Tu sais, j'ai eu des belles réussites, mais je te dirais, quand ta job, c'est pas directement d'aider le monde, je pense que ça te permet de savourer beaucoup plus les moments que t'aides le monde. C'est sûr, sûrement. Toi, si tu fais ça 40 heures, ça devient ton quotidien. Tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est comme exemple, moi je travaillais dans les écoles, puis il y avait une famille ultra défavorisée dans un milieu, puis le jeune, il se faisait appeler le monstre à garderie. Il arrive à la maternelle, je me fais driver, là, lui, il va falloir qu'on y trouve de quoi pis tout. Fait que j'avais la chance parce qu'il arrivait full de bonheur le matin parce que les deux parents étaient aux études puis essayaient de remettre le vie sur la traque. Fait qu'il arrivait full de bonheur le matin. Puis j'y montrais des tours de magie. J'y montrais maternelle, j'y montrais comment les faire. Non seulement ça, puis en plus, j'ai joué aux échecs avec lui. Un jeune de maternelle. J'ai appris à jouer aux échecs à tous les matins. Ben, tabarnache, il est devenu, tu sais, autant qu'il s'attendait à ce qu'il devienne le trouble de comportement, qu'il est devenu, tu sais, là, l'élément positif de l'école, que, tu sais, il y avait la charpente d'un bum, il était capable de... Mais il ramenait tout le temps le monde vers le positif, puis tout, puis ce jeune-là, partout ce qu'il a passé, il a été aimé, puis j'ai reçu une lettre de ses parents en 6e année pour dire c'est toi qui as fait la différence pour notre gars. Wow. Tu es malade. C'est ça a été un de mes plus beaux moments. Ben oui, c'est extraordinaire. C'est garde. Ouais, c'est hot. C'est hot isticule. Ouais, c'est hot isticule. Faudrait sortir un dictionnaire. Hey man, Les attends un petit peu, là. hotisticuleries. Je viens d'allumer, là, puis je pense que le premier emote que je fais faire pour les personnes qui subent à ma page, c'est un autisticule écrit un peu croche, là. Oui. Je pense que ça va être ça que je vais faire. Sur la chaîne Hot Twitch Ticule. Donc, tu as 2 logos à faire sortir. C'est bon, parfait, je vais faire ça. mais tantôt, Marc, tu parlais de zigzag que j'ai fait un peu, mais je veux dire, toi, t'as fait ça, puis j'ai entendu le gars de Mythbuster. Tu sais, le gars de Mythbuster, il dit, moi, dans le fond, là, j'ai comme le métier que personne peut avoir, puis qu'il y a juste moi qui peux avoir, parce qu'il faut tellement que tu sois fan de peindre des affaires pour être capable d'arriver à faire Mythbuster,
genre de science, de communication, parce que je pense qu'il avait même fait du stand-up, le gars. Fait qu'il dit, moi, toute ma vie, je me demandais, Christy, je suis pas capable de focusser sur quelque chose, ma vie va mener à quoi? Je suis tout le temps en train de, aussitôt que j'ai de quoi qui marche, je lâche pour faire de quoi de même. Tu sais, toi, Marc, t'es agent d'artiste, t'as eu mon classeur, t'as fait de la TV, radio, avocat, pis tout. Ça t'a-tu fait peur, toi, de pas être capable de focusser sur quelque chose, puis que ça t'amène des problèmes vu que tu focuses pas? Non, moi, je me suis monté une carrière sur mesure, avec des hauts et des bas, tout simplement parce que j'ai accepté de payer le prix de ça. Je sais très bien que dans aucun des départements, je suis tombé le numéro 1, le plus haut. C'est pas impossible que ça arrive. Je te dirais qu'en radio, j'aimerais vraiment que ça arrive. Mais je l'ai toujours assumé parce que moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, si tu m'avais mis dans une boîte, j'aurais viré fou. J'aurais tout le temps voulu dire oui, mais je voudrais aussi ça. Bien, je l'ai fait. Mais je ne peux pas te dire, je recommande à tout le monde d'avoir un parcours en zigzag. Moi, ça me convient extrêmement bien. Entre autres, parce que le stress qui vient avec ça, moi, je l'assume bien. Okay. Moi, là, de quoi demain sera nécessairement fait au niveau des revenus, c'est pas clair. Mais je veux dire, toute ma vie, j'ai mangé 3 repas par jour. Puis cette année, j'ai une très bonne année, malgré l'adversité. Je trouve que je suis sur une bonne lancée. Ben, tu te fais confiance, tu fais coudonc. Pourquoi tout à coup ça irait donc mal? C'est quoi l'affaire? Ça va-tu aussi bien que je voudrais? Je te dirais qu'honnêtement, là, si ça restait comme c'est là tout le temps, je serais prêt. Oh. Sérieux. Oui. Ma chronique, les revenus que j'ai là, mon nouveau condo, mes podcasts, je ferais comme, regarde, évidemment, je travaille à mort, je travaille comme un déchaîné tout le temps pour que ça monte, ça pousse, puis que ça amène d'autres affaires. Mais c'est pas parce que j'en ai besoin. Non, je te le dis, là, ça pourrait rester de même tout le temps, puis je suis très prêt. Parce que je trouve que je tripe sur mes journées épouvantables, vraiment. Mais ça, c'est ça aussi, le prix. Le prix à payer, c'est que, gars, il y a du monde à la radio qui se disent, ouais, non, puis dans quelle case on le met? Ben, OK, parfait, j'ai bien compris. Mais l'autre prix à payer, c'est que mes journées, c'est toutes des journées de rêve. Pour vrai. Ça fait que tu fais comme, OK, d'un côté, on peut regarder que, j'ai pas focusé sur une affaire, c'est que là, je suis pas parti en ligne droite, puis je suis pas aussi loin dans un de ces domaines-là que je pourrais. Mais de l'autre, qui peut se vanter de dire, je me couche le soir, je fais comme wow, puis le matin, je me lève, puis je lis mes affaires, puis je me fais puis je fais Chris, c'est bien hot. Pour vrai, là, je te le dis, là, j'ai le bonheur facile, ça, je le reconnais. Mais au-delà de ça, ben, il faut toujours bien que tu puisses bâtir ton quotidien sur mesure pour arriver à ça. Tu peux pas dire, je travaille au ministère du Revenu, chaque journée est un rêve. C'est pas vrai, là. Non, mais c'est ça pareil. À moins que tu me fasses ça faire chier le monde. Ben non, mais je veux dire, tant mieux s'ils aiment ça. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils aiment ça. Je fais juste te dire, soyons honnêtes, tu travailles comme fonctionnaire, ça a plein d'avantages que moi, je n'ai pas. Mais tu ne peux pas dire que... Tu sais, moi, je suis maître de mon temps, de tout. Ça fait que moi, dans mes critères à moi, je suis très content de ce qui arrive, honnêtement. Puis il y a eu des hauts et des bas, mais je suis très content, puis je trouve que les perspectives sont super. Mais encore là, je ne suis pas avec un fonds de pension après 25 ans, le fédéral, je ne suis pas là, là. Mm-hmm. Mais il me semble que ça s'en va plus que jamais dans le bon sens. Ça fait que moi, j'ai payé le prix de ça. Les bénéfices, j'ai trouvé énormes. Puis les inconvénients, je vis avec. C'est comme des inconvénients que moi, je deal bien avec. C'est ça que je veux dire. Oh, puis je comprends. Puis je veux vos opinions aux deux là-dessus. Tu sais, moi, une affaire que depuis que je suis jeune, mon père arrêtait pas de me dire, le plus important dans la vie, c'est d'avoir un fonds de pension. Faut que tu sois capable d'arrêter de travailler plus tard. Puis tout. Puis moi, j'étais tout... Non, je suis tellement pas d'accord. On a juste une vie à vivre. Je trouve aussi bien de me faire du fun. Tout le temps que ça va durer, que espérer me rendre jusqu'à la fin, puis là, être capable de prendre du bon temps pour moi. Regarde, futur moi, il va peut-être être en crise contre passé moi. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Toi, Otis, c'est quoi ta pensée par rapport à ça? Je suis de même aussi, man. Je suis très, très jour le jour, puis je veux être heureux aujourd'hui. Si je suis heureux aujourd'hui, ben je vais être heureux demain parce que je vais vouloir être heureux aujourd'hui. Puis ça va être ça à chaque fucking jour de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. À mon avis, à moi, oui, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour tes REER et tout ça. Je peux comprendre ça, mais on dirait que je me donne jusqu'à 30 ans là, pour commencer à prendre des REER, mais d'ici là, je veux être capable de vivre au jour le jour et être heureux aujourd'hui. Toi, tu l'as pas mal expliqué, Marc, mais t'avais-tu de quoi rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Ben, moi, j'ai développé une théorie qui s'appelle l'anti-Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves McSween, ce qu'il dit, mathématiquement, il a entièrement raison. C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est pas le temps de commencer à partir en pack-sac, c'est le temps de mettre de l'argent de côté pour que,
À 45, tu vas avoir une latitude de pouvoir dire non à telle affaire. C'est impeccable. Puis, je ne suis pas si loin que ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas flobé comme un malade, etc. Je suis en retard, je juge par rapport à mon âge, mais c'est un retard que je peux rattraper. Le move ici que j'ai fait, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pas vrai, genre, vivons, puis on verra demain. Non, non, non. Mais quand je dis anti-McSween, c'est qu'il y a un truc que lui n'a pas dans son discours, que moi, j'ai beaucoup dans le mien, c'est ce que j'appelle le coup de renonciation. C'est-à-dire, c'est très drôle de dire que pendant la vingtaine, la trentaine, tu te prives, etc., mais tu te prives d'affaires que c'est pas vrai que tu vas faire à 60 ans. C'est pas vrai. C'est faux. Moi, j'avais parlé à un moment donné à un gars, Rénal, il s'appelait. Puis il dit, Marc, j'ai été planificateur financier, puis je suis à la retraite depuis 2 ans, puis il dit, de toute ma carrière, j'ai jamais vu un seul de mes clients qui me disait, là, Rénal, moi et ma femme, on se prive, mais watch-nous bien, on va faire ça quand on va être à la retraite, et qu'il l'a fait. Aucune fois, zéro. Non, mais pense-y. Pourquoi à 65 ans, tu commenceras à dire, hey, là, on part, on voyage, on n'a jamais voyagé? Ouais, non, tu vas avoir 1000 bonnes raisons de ne pas voyager. Je l'ai tout vu, ça. C'est qu'à un moment donné, c'est de trouver l'équilibre entre, moi, ça, c'est un projet que je veux faire. Moi, je vais te donner un exemple. Ma plus belle réalisation à vie, c'est mon année à Paris, où j'ai donné 100 spectacles. Man, le gars qui te parle, il a donné 100 spectacles à Paris. Calvaire, c'est hallucinant. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas. Oui, je suis allé là en autoproduction. J'ai joué devant 8 personnes. Je couchais sur un divan-lit. J'étais très confortable. Mais je veux dire, j'étais un gars de 42 ans. Là. Je n'étais pas un jeune, là, tu sais, pack-sac. C'était mon rêve. Ça a pris 5 ans. Je cognais toutes les portes. Tout le monde s'en crissait. Bon, ben ça, il y a un coût qui vient avec ça. Il y a un coût cette année-là. Je n'ai pas fait d'argent. J'ai même fait un chèque. Mais man, j'ai vécu une année. L'autre question à se poser, c'est quelle valeur que tu accordes aux souvenirs. Est-ce que pour toi, des souvenirs, c'est bien juste genre, oh, il ne va pas en voyage, ça dure une semaine, ou au contraire, ça dure toute ta vie? Ça, moi, je n'ai pas à répondre aux gens, mais moi, j'accorde énormément de valeur à ça. Ça fait que, pourquoi j'appelle ça de l'anti-McSween? C'est pas que je suis contre ce que Pierre dit, bien au contraire, mais il reste que dans toute cette logique-là, tu ne peux pas juste dire les finances, puis après ça, parce que d'un, tu ne sais pas de qu'est-ce que tu peux pogner en cours de route. De 2, ça se peut que ça ne te tente plus. De 3, il y a 1000 affaires qui font que moi, je ne peux pas croire qu'il faut reporter ses rêves dans 20 ans. Moi, c'est une affaire de fou. Je connaissais un gars, il a commencé à travailler en secondaire 1, la fin de semaine. Nous autres, petite histoire, longue histoire courte, il y a des places qu'on peut aller couper des sapins, puis ils prenaient les jeunes, parce qu'ils n'ont pas besoin de se pencher, en tout cas. Puis il a travaillé là toute son adolescence, toutes les fins de semaine. Puis les soirs, il aidait à loader les trucks. Au cégep, il allait au cégep, il était dans l'équipe de sport, il se passait son temps à s'entraîner puis tout. Puis il travaillait aussi. Il travaillait 30 heures par semaine quand il allait au cégep. Il avait commencé à se mettre de l'argent de côté dans des REER quand il était au cégep. Il faut le faire. Là. Quand il a fini cégep, cancer des intestins, 6 mois après, il était mort. Ça m'a donné... En même temps, c'est quand même l'exception. Je sais que c'est l'exception, mais quand même, je me dis, ce gars-là, il n'aura pas eu la chance tant que ça de vivre sa vie. Non, je te suis, mais je veux dire, il n'y a pas tant de monde qui meurt à 17 ans d'un cancer de l'intestin. Non. Moi, mon point, tu as raison pareil, mais mon point, c'est de dire que si tu ne vis pas des affaires à 20, 30, 40, puis peu importe l'âge, puis que tu es tout le temps en train de dire oui, non, mais parce qu'il faudrait... Puis l'autre affaire, c'est quoi, moi, de dire... Parce que moi, ça m'horripile d'entendre dire que des parents brainwash des enfants sur le choix de carrière juste avec le fonds de pension. Pour moi, c'est une vie qui n'a pas de sens. De dire que c'est ça ton critère. Un petit 30 ans à se faire chier, c'est épouvantable. Quand je travaillais à la papeterie qu'il y a à Limoilou, à Québec, j'ai travaillé là un été de temps. Puis les gars qui étaient... ça marchait par numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Moi, j'étais 6e parce que tu étais comme étudiant. Puis le numéro 1, ben, tu avançais au fil de ta carrière. Puis là, quand les machines pétaient, puis le papier revolait, puis tout, là, il fallait que le numéro 1 s'en mêle. Le reste du temps, il pesait ses boutons. Ben Chris, à chaque fois, il me disait « Hey, le jeune, vois-tu? » Tu sais, parce que tu es dans l'usine, le bruit, tout. Puis il disait « Hey, le jeune, vois-tu? Lâche pas l'école. » Puis je me disais « Hey, lui, là, il a passé sa vie. Pour qu'il me dise ça? C'est-à-dire qu'il a passé sa vie à trouver que c'est zéro, sa job. 40 heures par semaine. Pour moi, c'est inconcevable. Comprends-tu? Inconcevable. C'est que moi, cette affaire-là de brainwashing de fonds de pension,
Je trouve ça épouvantable. Non pas parce que ça n'a pas rapport, mais parce que quand c'est rendu que c'est la seule info que tu envoies dans la tête du jeune, fonds de pension, c'est quoi ce vie-là? Pour moi, ça n'a aucun sens. Oh oui, puis tu sais ça fait qu'en plus, imagine-toi, tu travailles toute ta vie pour un fonds de pension, puis tu tombes sur un Vincent Lacroix dans le temps du scandale qui gobait les fonds de pension de tout le monde, des affaires de même. T'as fait 40 ans dans le beurre, là, 30-40 ans dans le beurre, là, C'est l'enfer. raide. C'est l'enfer. Tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais jamais ce qui va arriver. Il y en a, là, regarde, prends l'exemple des restaurateurs. Il y en a là, qui vont mettre la clé dans la porte, mon gars, bien comme faux, là, puis ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Moi, j'ai un de mes chums, il y a un bar dans le Vieux-Québec. Il a racheté ça de son père il y a 10 ans. Il a monté ça de même, puis il m'a dit, c'est comme si je suis retombé il y a 10 ans. Il dit, toute la plus-value que j'ai augmentée puis que j'ai mis dans le compte, là, il dit, elle s'est évaporée, mon vieux. C'est back to square one comme il y a 10 ans. Il n'y a rien. C'est pas de sa faute, là. Tu sais, des fois, tu fais comme, oh, le pauvre petit a fait faillite. Hein. Il était dans la poudre, il était tout croche. Ouais. Là, tu fais comme, non, non, non. Ça fait que tu sais jamais ce qui arrive. Tu sais jamais ce qui arrive. Tu sais jamais. Ça fait que, ou bien tu te dis, ah, vu que je sais jamais ce qui arrive, toute ma vie, me mettre de l'argent de côté puis je vais vivre comme un écureuil peu heureux. Ou tu fais comme, ben, une fois de temps en temps, là, ici, maintenant, je vais calculer mes affaires, mais ça ne me dérangera pas de dire, ben là-dessus, je suis désolé, mais je pète une coche. Puis, fuck, parce que tu ne sais pas le lendemain. Je suis d'accord avec toi. C'est que cet équilibre-là, bien malin, celui qui peut dire, faites ça. Pas moi, je veux pas dire, je dis pas ça. Je fais juste dire, arrêtez de me dire que quand vous allez être très... Ah, ma retraite, je vais faire. Arrêtez, là. Garde. Mais dans tout ce que tu as fait, Marc, je pose la question à Otis aussi, dans tout ce que vous avez fait, y a-t-il des affaires que vous auriez aimé beaucoup faire, puis que vous avez pas fait encore? Moi, je trouve ça bien plate de ne pas être à TV encore. Je trouve que c'est vraiment zéro. Je me suis fait barrer de la TV parce que j'étais un personnage sulfureux. J'ai fait la pire gaffe au monde. Médiatiquement, là, à Montréal, il faut être précis, j'ai fait la pire gaffe au monde, j'ai ri des filles. Tu n'as pas le droit de rire des filles. Le monde dit, ah, ça c'est tabou, c'est tabou. C'est tous des tabous que c'est pas si grave. Il y en a un, man. Ris pas des filles. Parce que là, t'es cuit. Parce que ça se dit pas, c'est un omerta. Mais c'est comme t'es barré dès le brainstorm. Ah, Marc Boilard. Là, s'il y en a une qui fait comme moi, je le trouve pas drôle, il est macho, t'es barré. Moi, ça me gaze. Ça m'a pas empêché de faire 1 milliard d'affaires. Puis la radio m'a pas. Mais la télé, je trouve que je suis un gaspille total à TV. Je suis fait pour être à TV. Quand j'étais à TV, j'étais percutant, que ce soit, je regarde moi non plus, Love Story, Testostérone. Quand je suis arrivé à Love Story, j'étais plus pantoute le genre de macho, fanfaron. Ça, c'était une mission dans Testostérone. C'est pas vrai que j'avais ce registre-là. Les gens qui me suivent depuis des années, je suis pas là pantoute, là. Sauf que la TV n'a pas suivi. C'est la seule affaire. Tout le reste, soit je l'ai fait ou je le fais. Ou comme les shows, j'ai recommencé. Fait que ça, tu comprends? Moi, je suis un entrepreneur. Quand je le veux, j'y vais, go. Puis finalement, ça finit par marcher. Pas nécessairement marcher 100 000 tickets, mais je m'en fous. C'est dans mon portefeuille. Mais la TV, c'est pas moi qui choisis. La TV, il faut qu'elle dise, OK, tu y vas. Moi, ça me gaze. Ma réponse, je te dirais, c'est ça. Toi, Otis? Un jour, je veux faire de la TV. J'étais en train d'écrire, tu sais, présentement, j'écris une genre de série sitcom. J'écris plein d'idées TV qui me passent par la tête, que je travaille quand même relativement beaucoup sur l'ordinateur ici. Tu sais, je gosse, je fais des genres de petits brainstorms justement avec Faf ou avec du monde de même. Puis c'est quelque chose que j'aimerais faire, que ce soit écrire pour de la TV ou essayer de, justement, moi, écoute, j'avais dit ça à genre mes parents, puis ils m'avaient dit, JF, pourquoi tu penses à ça? Mais tu sais, 2 filles le matin, là, Ouais. j'aimerais ça aller là, moi. Je suis sûr que je serais bon aussi. Puis, ben, tu sais, je te donne juste un exemple. J'aimerais ça faire de ces styles d'émissions-là. Je suis définitivement pas assez connu, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais ça dans un avenir, genre proche ou moyen, être capable d'aller sur ces plateaux-là. Puis, je sais que genre j'aurais du fun puis que ça marcherait bien. Là. Fait que grosso modo, c'est ça, de la TV puis écrire pour la télévision aussi. C'est 2 choses que je veux faire. Toi, Faf? Moi, j'aurais aimé ça être le prochain Claude Rajoute pour critiquer de la musique. Ah, ouais. Ouais, vraiment. Pourquoi tu fais pas ça dans tes podcasts? Parce que c'est... Ben moi, je suis un méga fan de heavy metal. J'ai une collection de... je sais pas combien de vinyles, mais je dois frôler le 1000. Puis en tout cas, là, méga fan de tout ça. Puis je l'ai fait un peu en anglais pour ceux-là qui me suivent. Je m'en fais parler sur ça. J'avais un projet qui s'appelait Metal Gras. Mais en français, je trouvais que... Tu sais, ça stagnait puis tout, puis j'ai tout le temps voulu le faire en anglais, ce projet-là.
Puis, tu sais, ma compréhension en anglais est super bonne, mais j'ai pas l'occasion de parler tant que ça. Fait que là, présentement, je suis beaucoup de cours de conversation en ligne avec des professeurs en anglais, mais Donc, c'est une question de temps là, que je te dirais que j'ai tu pas es le en temps train de de me faire. T'es en train de me dire que tu trouves que ton anglais est pas assez bon? Pour faire qu'est-ce que je fais mon anglais, faut que faut que ça s'est rendu comme respirer. Parce que, OK. les genres de critiques que je veux faire, je veux comme les improviser puis tout. Fait que ça me prend un hostie de champ lexical que j'ai pas encore en anglais puis des affaires de même. En français, je le faisais puis ça allait relativement bien, je te dirais là. Pour te donner Mais une idée, il y a un streamer québécois qui s'appelle XQC, là. Je sais pas si tu l'as déjà vu, là. XQC, c'est un des plus gros streamers anglophones. C'est en vrai ça, un des plus gros streamers anglophones au monde. OK? Il est vraiment énorme, là. Puis c'est un gars de Laval qui parle en anglais sur ses streams, un anglais cassé, qui est un peu boboche. Il se débrouille bien en anglais, mais sans plus. Il a un accent. Puis le gars, là, il pète des 150 000 personnes qui l'écoutent, là. Fait que pour te donner une idée, là, ouais. genre, Ben, ton anglais, c'est je pas vais toi qui vas décider m'essayer. s'il est pas assez bon, c'est Je ton vais, crowd. je là. vais y aller. Mais ça cause aussi. Tu sais, on n'a pas le temps pour faire tout ce qu'on veut dans la vie. Tu sais, c'est comme présentement, qu'est-ce qu'on fait. Ça ressemble probablement à ben d'autres podcasts qui se font, sauf que nous autres, on le fait live. Puis moi, honnêtement, un de mes plus gros plaisirs dans la vie, c'était de m'asseoir dans un Tim Hortons avec des amis puis jaser. Puis qu'est-ce qu'on fait présentement? Je trouve que c'est exactement ça. Tu sais, je parlais à ma blonde tantôt. Tu sais, j'ai fait un live cet après-midi aussi que je checkais des affaires nostalgiques pour se rappeler des bons souvenirs. À soir, là, on fait un live avec toi. Là, j'en ai un avec Val Belzile qui s'en vient tout de suite après. Puis ma blonde m'a dit, comment tu fais? Je fais rien, j'ai On juste du jase. fun. J'ai du fun, c'est même pas du travail pour moi. J'ai même pas besoin de me préparer. J'ai du fun, c'est tout. Fait Là, veux-tu bien me dire, je suis tout d'accord, c'est tout. Mais comment ça se fait que l'exemple que tu donnes d'aller jaser avec du monde, c'est au Tim Hortons comme un fucking pauvre, puis pas juste dans un bar? parce que que dans un Faf bar, aime pas les bars. non, j'aime les bars. Qu'est-ce que j'aime pas dans les bars, c'est que la musique est trop forte et t'es pas capable de parler. C'est tout. Non, mais il y a plein de bars à plein Des d'âges, tavernes. comme plein d'ambiances. Oh, là. regarde, on peut dire ça de même, C'est juste que moi, dans la Beauce, il y avait juste des bars que la musique était trop forte. Il y Les avait bars juste des bars Tim Hortons, fait que c'est pour ça. Ah, à Beauce, ils vendent de la grosse des Tim Hortons, esti. Wow. Mais non, c'est ça. Pour revenir au projet de musique, ouais, mais ça, je pense que je vais éventuellement le faire, que je vais avoir le temps Non, mais de on faire. dirait que tu veux absolument que ce soit comme un podcast dédié à ça, mais tu pourrais, à travers n'importe quelle autre intervention, mettre le sujet de l'avant. C'est ça que je dis. Ben, c'est à cause. Quand tu parles de musique, là, puis que tu veux être une critique, veux pas, faut que tu. Tu sais, moi, dans le temps que je le faisais, là, juste te dire, mes journées, ça ressemblait à quoi? Je lisais pratiquement une biographie aux 2-3 jours. Hein? Je passais mon temps sur les sites de nouvelles de métal, puis j'avais du fun, je tripais, là. Puis là, j'écoutais ma musique, j'écoutais 3 albums, parce que pour faire une critique, j'écoutais minimalement 3 fois l'album par jour. Fait que ça faisait du stock en innocent, là, côté temps, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas ce temps-là présentement pour faire ça, là. Pourquoi heavy metal plus qu'une autre musique? Ah, ben là, si je le ferais, je pense que ça serait musique at large, là, plus, là. Non, mais manifestement, tu as toujours un attrait Ouais. pour ça. Pourquoi? La puissance dans les années 80, là, check les groupes qui étaient au top, là. Ils l'ont-tu compris un peu c'était quoi l'image, la prestance, pis tout? Puis moi, ça m'a percuté comme un bat de baseball. Tu sais, tu penses à un band comme Kiss, tu penses à un band comme, même à la limite Bon Jovi et CDC, des bandes de même, là, côté image, pis prestance, pis tout, moi, ça m'a tellement fasciné, puis je trouve que les autres styles de musique, il l'a, je sais que le rap, c'est beaucoup basé sur l'image aussi, mais c'est venu moins me chercher que ça. Tu sais, c'est niaiseux, mais toutes les petits gars, je pourrais en parler pendant 15 heures, mais juste te donner un exemple. Ici, d'ici, le premier chanteur qui s'appelait Dave Evans, ils te l'ont sacré dehors parce qu'il trouvait que ce gars-là n'avait pas d'attitude. Puis genre, il y avait une toune où c'est que le concept de la toune, c'était Can I sit next to you, girl? C'est un gars qui s'assied à côté d'une fille, puis il y a des bombes qui arrivent, puis qui volent sa place, puis le gars, il est bien triste de ça. Fait que quand le chanteur d'après, Bon Scott, est arrivé, juste pour te montrer jusqu'à quel point que l'attitude c'est important, il a dit ce tune-là, là, je change les paroles. Ça va être moi le bum qui va voler la place du gars puis qui va s'asseoir à côté de la fille. Ah, c'est hot. C'est hot en crime. Tu sais, tu vois juste ça, là, ça te montre jusqu'à quel point que l'attitude, le changement d'attitude qu'il y a eu au complet dans les CDC avec ça. J'adore ce genre d'affaires-là. Là. Moi, ça me fait triper. Là. Puis
Puis on a déjà parlé aussi dans nos meetings qu'on avait à Québec, Marc, là, mais tu sais, il y a beaucoup de bandes, tu sais, il y a beaucoup de bandes qui ont fait de la stifi de bonne musique puis qui ont pas pogné. Puis il y en a qui sont amers de ça, ils disent « Ah, c'est parce que j'avais pas le bon GRS, c'est parce que si... » Non, c'est parce que, surtout dans ce milieu-là, ça te prend tellement tout, ça te prend l'image, ça te prend les bonnes tunes, ça te prend l'attitude, puis tout ça. Il y a une formule, puis moi présentement, tu sais, pourquoi je suis tout le temps en vert, pourquoi que j'ai... C'est carrément ça que j'essaie d'amener dans l'humour. Là. OK, tu es très inspiré par ça. Ouais, je Ouais. comprends. Ben, c'est drôle. Parce que moi, ma démarche quand je suis arrivé à la TV, c'était 100% inspiré de la lutte. Jouer Dans le le sens que méchant. moi- Puis... Ouais, moi, j'ai fait, moi, je vais être un méchant, puis un jour, je vais virer bon. Mais là, je vais être un méchant. Puis écoute, de jouer un méchant, que le monde se demande, y es-tu de même dans la vraie vie? Parce que moi, c'était ça la question. C'était tout le temps, y es-tu de même dans la vraie vie? Parce que j'avais pas de personnage. C'était extraordinaire. Tu n'as aucune idée comment je me suis délecté de ces 2 années-là. Je me souviens une fois, Mike, qui pourrait t'en parler comme c'était hier. Entre les 2 saisons, on est allé faire de la promo en avion. On avait pris l'avion, les 4 gars. On est allé au Lac-Saint-Jean, à Trois-Rivières et à Québec la même journée. Brrr, puis on avait des rencontres avec la presse pour faire la promo de la nouvelle saison. Puis, j'étais au Concorde, le restaurant qui tourne sa Grande Allée en haut de l'hôtel, l'Astral. Puis j'étais avec Mike, puis là, on s'apprêtait à s'asseoir pour luncher, puis on venait de parler avec les journalistes. Puis là, j'étais avec Mike, puis l'angle où on est, c'est qu'on donne sur la Rive-Sud. Tu sais, le restaurant en haut du Ouais. Concorde, il tourne. En 1 heure, il fait le tour au complet. Puis là, j'avais dit à Mike, regarde Mike, tous ces gens-là qui vont m'haïr encore cette année. Puis ça, je me souviens qu'il avait ri, puis je sais qu'il s'en souvient parce que je l'avais vraiment tué avec celle-là. Puis c'était vraiment extraordinairement. Moi, j'adorais ça. J'aimerais ça qu'une série, parce que je ne retournerai pas faire ça, mais j'aimerais ça qu'une série télé m'appelle pour jouer un rôle de macho qui s'appellerait Marc Boilard. Comprends-tu? Tu sais, genre, là, vraiment un gars super macho, désagréable, là. Puis le nom du personnage, c'est Marc Boilard. Ça, moi, là, je ferais comme Colin, oui, ça, c'est hot. Hey, t'as eu François Mascotte qui a eu sa série, t'as eu Martin Matt qui a eu sa série. Faudrait que Marc... Hey, on va s'en rejaser en privé de ça, j'adore l'idée. Ça serait de la magie, tu sais. 20 ans plus tard, le gars, c'est comme Caliboire, il n'est pas décroché. Puis la légende repart. C'est comme, c'est vraiment ça? Moi, je trouve ça malade. Mais bon. Wow! C'était parfait. Donc, moi, j'adore l'idée. Sinon, avant qu'on s'enligne vers la conclusion, y avait-tu d'autres sujets que vous vouliez jaser? Pendant que- Ben moi, je ne... Ah, il était déjà... Ah, ça fait pas 1h30 qu'on jase. on a du fun, hein? C'était écœurant. C'est l'épisode le plus rapide à date. Ben non, on remettra ça la semaine prochaine. Regarde, là, Wow. je dis sur le chat, allez donner de l'amour au Twitch de Marc Bollard. J'ai posté lui à Jeff Otis aussi. T'es rendu à 31, Marc. Bravo. Bravo. N'hésitez pas. Là, nous autres, on va pas quitter. On va rester en ligne. Là, moi, je pense que je vais passer à une image de transition. Hey, je viens d'avoir un sub. Merci, Sawell 021 pour ton abonnement. Marc te salue. Parfait. Fait qu'on se revoit mercredi, même heure. Là, les épisodes vont commencer à apparaître sur YouTube aussi, sur ma chaîne, si vous voulez les voir en rediffusion. Ah, j'ai une question technique. Ah oui, donc. Est-ce que c'est faisable d'insérer nos épisodes qui sont enregistrés chez vous, mais qu'on puisse les voir quand quelqu'un arrive sur Twitch/Marc Boilard? J'ai pas trouvé une façon de dire c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'étais invité puis regardé sur ma chaîne. Très bonne C'est juste question. le host. Ouais, il y a... Faudrait trouver une manière. Regarde, je vais penser là-dessus. Puis aussi, tu pourrais te mettre en live en même temps que nous autres. En même temps, je te Ouais, dirais. c'est ça. On tomberait, toi, tu sais, là, présentement, en live, il y a moi et il y a Faf. Tu tombes sur ton Discord, on pourrait toi, être tous les trois sur notre OBS puis sur notre Twitch en même temps. Faudrait juste que je plug Discord. Faudrait que tu connectes OBS. OBS, ça, je l'ai. Ce serait tout. OK. Tu startes ton OBS, tu fais un petit overlay avec, dans le fond, la caméra à Faf, la mienne puis la tienne, puis on est parti. Ouais. Bon, on regardera ça pour la semaine prochaine. Puis, Ben, je trouve ça plate parce que j'invite du monde à venir. Puis dans ma newsletter du vendredi, je dis tout le temps, allez voir
parce que chaque vendredi matin, j'ai une infolette, une circulaire là, qui part à tous ceux qui sont inscrits puis qui dit ça, c'est comme un peu mon best-of de la semaine. Puis je mets tout le temps notre épisode dans le petit onglet Twitch, tu sais. Là, je fais calvaire, il n'y a pas sur ma chaîne Twitch, on ne peut pas aller voir ce que j'ai fait avec vous autres. C'est juste ça que je me demandais. Ouais, je comprends. Parfait. OK, bon, on se reparle. Ben, Yes. c'était super, les gars. Ben, un gros merci, Merci Marc. d'être venu, Marc. Un gros merci. Un gros À merci. mercredi.